Bienvenue dans DCP, du ciné et des Potes. votre émission bimensuelle de cinéma proposée par le Wishing Light Channel. Autour de la table, Fred, Julien, Jérém. Salut. Bonjour. C'est le dernier épisode de la saison. La team DCP prend des vacances bien méritées après 9 mois d'activité. Fred va partir au Japon. Et oui. Julien, Jérém et moi, on part en Irlande. Ouais, on va boire de la Guinness. C'est cool. Enfin, c'est peut-être ça le pas toi, programme. du coup. Hein ? Pas toi du coup. Non, parce que moi je serai Sam. Mais ne vous inquiétez pas, on revient en septembre tout bronzé, tout frais, pour une saison 2 qu'on espère aussi chouette que la première. C'est donc l'occasion de tisser un bilan de notre première année de DCP. On ne va pas faire de discussion autour de films d'actualité. On va se lâcher en chronique, en discussion à tout va, bref, on va s'amuser, parce que c'est les vacances. Ouais. On ne déroge pas à la règle quand même des actus. Qu'est-ce qui se passe sur la planète cinéma ? On va commencer par Julien. Eh bien, ce 11 juillet, Shelley Duvall est décédée. C'est Donc, triste. l'actrice qui était qui était connue pour Shining, est décédée à 75 ans de complications au diabète. Mais Shelley Duvall, avant d'être Wendy dans le Shining de Kubrick, c'était surtout la muse de Robert Altman et aussi une star iconique des 70s, c'est-à-dire qu'elle avait été révélée donc par Altman en 70 avec Brewster McCloud, et elle a tourné 7 fois avec lui, donc notamment dans des films comme John Maccabee, dans Nashville et surtout dans Trois femmes. Mais au-delà de ça, sa carrière comporte aussi un film avec Woody Allen, avec Terry Gilliam, avec Steven Soderbergh et même avec Tim Burton. On voit. Ah bon ? Oui, Frankenweenie. Ah ouais. Moi je me souviens surtout avec Terry Gilliam en vrai. Enfin Shining d'abord, mais Terry Gilliam. Et Popeye. Oui, de Altman du coup. Ah bah oui. Voilà. Bien Donc vu. quand même une grande carrière. Réduite souvent à un seul film. Voilà. Mais- Donc si vous ne connaissez pas Shelley Duvall, il y a de quoi faire. Et ben moi, je vais vous parler de l'annulation du procès d'Alec Baldwin pour homicide involontaire. Parce que souvenez-vous, en octobre 2021, un scandale éclate après la mort d'Alina Hutchins, la directrice photo du film Rust, qui était en tournage à ce moment-là. La mort était survenue lors d'une répétition avec l'acteur qui devait tirer avec une arme qui aurait dû avoir des balles à blanc, mais il s'est avéré que l'acteur a bel et bien tué involontairement la directrice de la photographie. Et l'acteur s'était vu inculpé en janvier 2023, avant que les charges ne soient abandonnées en avril de la même année, avant qu'il soit de nouveau inculpé pour homicide involontaire en janvier 2024, qui vient donc encore une fois d'être annulé pour rétention de preuves, car des balles reçues par le shérif de Santa Fe correspondaient aux balles ayant tué donc, Alina Hutchins, mais ces balles n'ont jamais été transmises à la défense. Donc le vice de procédure vient d'être confirmé par la juge en charge de l'affaire, et donc l'annulation du procès est donc avérée. Autrement, par rapport à cet événement tragique, sachez que l'armurière en charge du film a quant à elle été condamnée à 18 mois de prison ferme en avril 2024. Moi je voudrais revenir sur un film qui vient de sortir à l'instant. Il y a quelques jours, Long Legs avec Nicolas Cage. Juste pour vous dire qu'en fait le film a super bien marché. On est à 23 millions de dollars en 3 jours. Et du coup c'est l'un des films qui fait que Nicolas Cage est de retour dans le sens où ça marche quoi. Enfin je crois que c'est son dernier film qui marchait, Nicolas Cage, qui avait marché au cinéma. Ça avait été Prédiction d'Alex Proyas. Dream Scenario a pas si bien marché que Moins ça. de à peu près Ouais. 10 millions de dollars aux States. Donc voilà. Et qui était en fait un film en 2009. Donc voilà, Long Legs marque le grand retour, en tout cas marquant qui marche de Nicolas Cage. Un film que moi personnellement j'ai détesté. Je n'ai pas apprécié non Que plus pour Jérémy l'avoir aussi a vu. détesté. Mais c'est cool pour Nicolas Cage. Peut-être que moi j'avais vu qu'il y avait un moment une rumeur qui disait que Nicolas Cage voulait totalement quitter le cinéma pour aller dans le monde de la série. Mais c'est ce qu'il avait dit en plus. Ouais, et en fait non mais il attendait d'avoir un succès au cinéma. Et du coup je me dis qu'avec Long Legs, bon bah... Et donc à savoir qu'avec ce chiffre-là, Neon fait son meilleur démarrage de tous les temps pour ce studio. C'est le meilleur démarrage de ce studio pour le premier week-end d'exploitation d'un de ses films. Moi c'est un autre studio qui se met vraiment très bien puisque c'est Illumination Studio. Parce que en fait avec le Moi Moche et Méchant 4 qui est le 6ème film de la saga, et ben en fait c'est devenu la saga d'animation la plus rentable de l'histoire. Genre ils ont gagné plus de 5 milliards de dollars juste avec la saga Moi Moche et Méchant. Ils ont fait quoi d'autre comme saga d'animation Illumination ? Ouais. C'était eux qui avaient fait les Croods. Non, Non, il y comme a eu- des bêtes. Ouais, et il y a eu Tous en scène aussi, je crois. C'est ça. Mais en tout cas, ouais, Moi Moche et Méchant, c'est vraiment la saga d'animation la plus lucrative de l'histoire. La deuxième, c'est Shrek. Et en combinant le chapeauté avec ça aussi. Et la troisième, c'est Toy Story. Bref, on arrive à la rubrique principale de cet épisode-là, puisque comme c'est la dernière, on a décidé de faire une discussion autour d'un truc qui nous tient à cœur. On part sur une discussion qui va en dire un peu plus sur nous-mêmes. On est des cinéphiles, et ce qui marque plus que les films en eux-mêmes, finalement, c'est des scènes très précises. Donc chacun d'entre nous va évoquer 2 scènes de cinéma qui l'ont profondément marqué, ou qui ont même révélé leur cinéphilie. Est-ce que vous êtes allé voir dans des scènes qui ont marqué votre enfance, des scènes qui vous ont marqué récemment et qui vous font reconsidérer un petit peu votre rapport au cinéma? C'est à vous de me le dire, messieurs. Moi récemment je suis allé revoir un film que j'adorais, qui est repassé au MK2.
C'était Manchester by the Sea. Et du coup, ce film, je l'aime trop. Genre, je l'adore de fou. Et il y a une séquence qui m'a grave marqué à l'époque, quand je l'avais vue. C'était en fait, c'est un peu la séquence connue du film, où t'apprends pourquoi le personnage est aussi malheureux et muet et neutre, et tu vois. Bon, bref. On connaît tous un peu le film, mais en gros, c'est un mec qui, sans faire exprès, qui est totalement bourré, sort de chez lui et en fait met le feu à sa maison parce qu'il avait pas mis une sorte de cage à feu de cheminée. Il a pas mis la grille de cheminée. Voilà, exact. Et t'as en fait ces 3 gosses qui meurent et sa femme qui survit. Et du coup, juste après ça, il s'en veut et tout le film, ça te montre une personne qui est genre vraiment qui a plus aucune émotion, quoi, qui ressent plus rien. Et du coup, je trouve que la scène est vraiment marquante de fou. Et en fait, après, moi, ce que j'aime dans cette scène, c'est que du coup, elle vient pas tout de suite dans le film. Elle arrive pas dans l'ouverture. Tu vois, on n'explique pas pourquoi ce personnage est comme ça. Et ça vient, je crois, au bout de... d'une heure de film, hein. Ouais, c'est ça. Je crois que ça arrive à la moitié du film. Et du coup, je trouve cette séquence hyper marquante parce que du coup, t'essayes un peu de deviner ce qui se passe, t'essayes de deviner pourquoi ce personnage est comme ça. Puis d'un coup, ça te saute à la gueule. Genre vraiment, le film joue beaucoup avec des flashbacks qui sont pas forcément bien amenés. C'est-à-dire que des fois, tu retrouves le personnage en voiture, tu te demandes si c'est dans le présent ou dans le passé. Donc cette séquence, ça vient vraiment marquer, te dire, bah non, le film est bien au passé à ce moment-là. Et donc c'est vraiment une séquence que j'aime beaucoup, qui est très tragique. Elle est très coup de poing en plus. Elle est coup de poing de fou, ouais. Surtout qu'on revient beaucoup dans le présent. On est dans cette séquence donc horrible, et tu retrouves un peu le personnage au présent, mais genre quelques secondes, et on revient dans le passé, on revient au présent. Donc c'est vraiment marquant. Ça m'a marqué. Et de le voir au cinéma, c'était fou. J'imagine. Je l'ai toujours pas vu le film, mais Magnifique, Manchester by the Sea. Ouais. il y a une scène que je vois souvent, c'est celle où Casey Affleck s'empare du flingue. C'est juste après cette scène. C'est juste après. Justement, il voit ce qu'il a fait, il va au Comico, il pense qu'il va être emprisonné parce qu'il a quand même tué ses enfants involontairement, mais il les a tués. Et il veut se suicider parce qu'on lui explique qu'on a rien contre lui, donc il va pas aller en prison. Donc il veut se suicider. Moi, c'est cette scène-là qui m'a fait voir le film, justement. C'est celle qui passe tout le temps quand tu vois des extraits de best performance de la décennie. C'est ça, de Manchester by the Sea. Donc, mais justement, cette scène, elle te donne grave envie de voir le film. Tu te dis, mais comment le mec en arrive là? Et quand tu lances le film, bah, tu comprends pas. Tu te dis, tu t'attends à quel moment elle va avoir lieu, cette scène. Et tu comprends, en fait, parce que disait Fred, tout le cheminement, pourquoi il est si taiseux, si renfermé sur lui-même. Ce film, c'est que des blocages, c'est que les personnages qui n'arrivent pas à se parler. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer. Et donc, cette séquence, elle arrive et elle te dit pourquoi, en fait. Et en plus, en disant ça, on te révèle même pas l'importance même du film, parce que le nœud du film, c'est même pas ça. Ok. Bon, bah, vous me donnez très envie de voir ce film. Toi, Julien, quelle scène tu veux parler en premier? C'était super dur de choisir des scènes parce que je commençais à faire des listes, regarder des films, j'étais en mode ah oui mais cette scène-là elle est incroyable, cette scène-là elle est incroyable. Genre j'avais ma petite liste là, commencé à mettre, il y avait Casablanca, il y avait Point Limite, il y avait Anabi. Et en fait je suis resté très classique finalement pour choisir les scènes. Je me suis dit mais les scènes que j'aime bien me remater souvent. Et dans un film récent, scène que je me remate souvent et que j'avais pu voir au cinéma, c'est la scène de 1917. La scène de course. Ah ouais. Oui, Alors, oui, je sais bien que le évidemment. film, il est beaucoup décrié pour beaucoup comme juste étant un film très film d'action, très film technique en fait. Mais moi, je trouve cette scène exceptionnelle. Genre, déjà le film, en termes, je trouve assez d'une belle prouesse technique. Mais déjà que le film te fait passer par plein d'états différents. Je veux dire, t'as toutes les séquences du début dans les tranchées, très renfermées. T'as les scènes dans la nuit enflammée. Et là, cette scène, ça explose tout. Genre, toute la tension qu'il pouvait avoir dans le film, elle se relâche là dans une seule séquence. Et c'est juste que c'est super impressionnant. Genre, cette course, c'était aussi la musique. Je pense que ça a tout ce côté épique, en fait. C'est le climax, quoi. C'est ça. Et je trouve que cette scène, genre, ça fait partie de scènes là qui restent dans ta tête et que je peux revoir. Et... La pirouette, quand il se prend un soldat dans la gueule et qui, dans sa roulade de chute, il parvient à se relever. C'est impressionnant, ouais. Ouais, bah tu vois aussi toute cette partie entre improvisation et parce que tu vois que le mec qui bouscule, en fait, il se relève pas, il reste au sol. Si tu es bien attentif, et en fait, ce qui est intéressant avec cette scène, c'est que si tu la vois au cinéma, bah, t'as tout le côté très épique, mais si tu t'amuses à la revoir sur YouTube, tu vois tous les petits détails en arrière-plan. Tu peux vraiment t'amuser à décortiquer. Non, quand je parle de la scène de course-poursuite, c'est quand il est la nuit, c'est ça, avec le feu ou... Non, tu sais, vraiment à la toute fin, quand il arrive et qu'il doit donner la lettre à Mackenzie, et qu'en fait, le seul moyen, c'est de passer la tranchée, en fait. Celle qui revient aussi beaucoup, en fait, finalement. Ouais, c'est la plus connue du film. Alors moi dans 1917 il y a un moment qui m'a foutu les poils mais c'est tout con. C'est le moment où il passe en fait tu vois la lueur du jour au bout Voilà, vraiment dans le plan. Tu passes d'une obscurité à une lueur très orange et tout, je sais pas, moi ça m'avait foutu les poils immédiatement quand j'avais vu ça au ciné. Tu passes du bleu au rouge, ouais. Je trouvais ça magnifique quoi. Ça m'a marqué aussi. Moi, c'était le plan de l'avion. Parce que l'avion, tu le vois de très loin. Et tu le vois arriver quelque part. Tu vois, tu dis, pour moi, ça reste un des meilleurs films de la décennie pour le moment, 1917. Jérém.
Alors moi j'ai parlé d'une séquence de The Social Network. Est-ce que vous l'avez vu ? Oui. Ah bah c'est très bien alors. Moi j'ai parlé de la séquence d'introduction, la toute première séquence. Alors pourquoi ? C'est une scène qui m'a marqué parmi tant d'autres, mais pourquoi celle-là ? Parce qu'il a fallu faire des choix, comme l'a dit Julien. De base, The Social Network c'est quand même un de mes Fincher préférés, et notamment grâce à sa séquence introductive. Car c'est un dialogue ultra complexe à suivre, car ça débite à fond, et ça permet de capter toute l'essence de ce que veut faire Fincher avec Mark Zuckerberg. C'est une des meilleures scènes introductives que j'ai vues pour caractériser un personnage. En 5 minutes chrono, j'ai revu la scène justement pour voir ça, la scène dure 5 minutes, donc c'est 5 minutes de dialogue qui fusent, on comprend que Zuckerberg d'une part est un moulin à paroles qui passe de sujet de discussion en sujet de discussion, qu'il est obsédé pour atteindre un but que sa future ex-copine trouve futile, que c'est un génie qui a tapé le score maximum au SAT, donc qui est l'examen standard pour l'entrée à l'université aux USA, mais on voit aussi qu'il fait preuve d'arrogance, de mépris envers sa future ex-copine, en dénigrant l'université dans laquelle elle va aller, en estimant que ce sera une chance pour elle d'accéder grâce à lui à des personnes qu'elle n'aurait jamais pu atteindre autrement. Finalement, Erika conclut le dialogue en rompant avec Mark et en disant ce qui est pour moi ce que veut faire Fincher et ce que veut montrer Fincher de Zuckerberg, une personne qui n'aura jamais d'amis, alors que le but de son futur Facebook est justement d'en avoir le plus, non pas parce qu'il est différent, parce que oui, il a des tocs, il parle de manière affreusement rapide, on dirait moi quand j'ai un texte sous les yeux, mais ce n'est pas pour ça que personne ne voudra de lui, c'est juste parce que, je cite, et c'est là-dessus que se termine la discussion, c'est un sale con. Mais c'est vrai. Et que va-t-il faire en tant que sale con juste après cette rupture ? Incendier Erika avec un post sur un blog dont la première phrase est « Erika Albright is a bitch » ou « Erika Albright est une salope » en VF. Donc, et j'en profite en parlant de la VF pour mentionner l'excellente VF du film, parce qu'il faut tenir la route avec des dialogues qui fusent comme ceux écrits par Sorkin, mais Donald Renew fait un super taf sur Jesse Eisenberg. Là, on peut être facilement perdu si on le regarde en VO avec des sous-titres qui vont à l'essentiel, mais qui te font perdre bien un tiers des informations exprimées en VO. C'était éreintant. La VF les retranscrit totalement, superbement, et permet de saisir ce que veulent faire Fincher et Eisenberg sur Mark Zuckerberg. Là, ça me donne un argument pour voir le film, mais en VF. Parce que c'est vrai que j'ai bien aimé le film, mais c'est vrai que ça débitait pas mal. Hein. Ouais, j'avais du mal à suivre. Mais ça, je crois que c'est vraiment le style d'écriture de Sorkin, parce que il me semble que la série à la Maison Blanche qu'il a écrit, c'est ça, ça, ça et ça. Je dénigre pas la VF en général, mais c'est surtout que là c'est important, parce que vraiment, t'as toute l'essence du personnage grâce à l'interprétation de Donald Renew aussi. Parce qu'on lui avait proposé, parce qu'il y avait Andrew Garfield aussi dans le film, et il doublait les deux à ce moment-là, et on lui avait proposé, est-ce que tu veux faire Andrew Garfield ou tu veux faire Jesse Eisenberg ? Et il s'est dit, il y a plus de défis à faire Jesse Eisenberg qu'Andrew Garfield, donc du coup il a pris Jesse Eisenberg. Et franchement, grand bien lui a fait, parce que c'est magnifique, quoi. Enfin, c'est vraiment... Voyez-le en VF, parce que c'est un des films qu'il faudrait voir en VF, parce que ça débite à fond, en fait. Moi, alors du coup, on a 2 scènes, et en fait, l'intitulé, c'est ces scènes qui nous ont marqués. Et la question, c'est, est-ce que il y a ma scène préférée là-dedans ? Et il y a peut-être la scène qui m'a le plus marqué, genre il y a une image de film moi, qui reste gravée dans mon esprit à jamais. Quand on était en L1, on avait un prof, mon prof préféré, et pour conclure un cours, je sais plus quel était le sujet du cours, pourquoi il nous a montré cet extrait, mais cette scène, c'était la scène finale de Requiem pour un massacre. Et la scène s'ouvrait avec le visage complètement horrifié, torturé d'un jeune garçon de 13 ans qui regardait fixement la caméra et qui, après avoir assisté au meurtre en groupe de soldats nazis, flinguait le portrait d'Hitler qui traînait par terre, avec tout un montage de scènes d'explosion et de marche nazie. Et cette scène-là, elle m'a extrêmement marqué dans le sens où genre l'image était forte, mais en fait elle avait pas le contexte qu'il y avait. Donc elle m'a extrêmement terrorisé parce que vraiment ce regard caméra, il est terrifiant, mais il y avait pas le contexte. Et du coup j'ai maté le film dans mon coin. Je dirais pas qu'est-ce qui se passe avant cette scène-là pour qu'on arrive à la métamorphose physique et morale du personnage principal, qui est un petit gamin de 13 ans qui veut faire la guerre, mais c'est assez terrifiant à regarder. Et du coup, quand j'ai vu la scène avec le contexte, il y a une petite larme qui a coulé le long de ma joue, ce qui ne m'est pas arrivé depuis. C'est la dernière larme que j'ai coulée devant un film, parce que franchement, ça m'a terrorisé. Je voulais parler d'une scène aussi de Requiem pour un massacre, mais pas celle-là. Mais en fait, je profite de ton incursion de Requiem pour un massacre. Est-ce que c'est la scène de la boue ? C'est la scène du charnier. C'est celle où il court et on voit ce qu'il y a derrière le panotage, voilà. Ce panotage, il te reste en tête jusqu'à la fin de ta vie. Voilà, pareil. Tu ne peux pas l'oublier de ton esprit. Et en fait, ce qui est fou, c'est que c'est un mouvement de caméra tellement simple, mais ça dit tellement tout. Pour remettre du contexte, et vraiment, c'est une énième partie de ce qu'est Requiem pour un massacre. En gros, le personnage revient dans son village. En fait, il n'y a personne. Le village est vide. Et t'as déjà une atmosphère très inquiétante, parce que c'est pas normal que le village soit vide.
Donc en fait, tu as toutes les théories qui passent, est-ce qu'ils se sont enfuis, est-ce qu'ils sont capturés, etc. Et en fait, tu vois le personnage de face, lui est de dos, et en fait, la caméra va se déplacer, tu vas voir ce qu'il y a dans son dos. Le personnage ne va jamais voir, ne va jamais se retourner. Si, il y a la fille qui voit. Oui, justement, mais qui lui se ne voit retourne. pas. C'est ça, lui ne voit pas. Lui ne voit pas. Et lui ne voit pas, et en fait, derrière lui, tu as un charnier de corps. Mais quand je te dis un charnier, c'est un charnier énorme. Et ça te coupe, c'est très 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 fort. Voilà. C'est très difficile de se relancer dans le film après. Parce que d'un côté, ça te terrifie, mais ça te sort du film. T'as absolument envie de sortir de ça. Ça m'avait fait le même effet avec Hérédité. C'est genre, tu sais, la scène est tellement brutale. La scène de la voiture. Voilà, l'image est tellement choquante que t'as besoin de faire pause sur le film et de respirer un coup. Voilà, Sauf quand tu le vois au cinéma, parce que là, tu peux pas. c'est ça. Mais ces deux films-là, Mais- je les ai vus sur mon ordi. Je n'ai pas vu Requiem pour un massacre, et s'il faut que je le voie, je le verrai en salle par contre. Je t'en Il y a conjure. pas- Ouais, je crois qu'il y a des séances un peu. Je pense que je peux trouver ça facilement, Mais, c'est- peut-être dans les quartiers latins. Ça m'a pas autant traumatisé que Ah ouais je m'attendais, ouais. Ah, je trouve que En fait, c'est- moi, je l'avais regardé en français. Ah ouais. Mais Genre, oui, tu m'avais filé parce en que plus. En fait, je voulais trop le voir avec ma daronne, c'est assez drôle comme film. Un film à voir avec sa daronne. Et du coup, je l'ai vu en VF. Parce que la daronne ne veut pas voir les films en VO. T'as dû passer une bonne soirée cinéma alors. Ah ouais, Mais non je, mais. me, je me souviens que tu m'avais filé le film sur ton disque dur. Ouais, tu avais lancé, t'as vu que c'était en VF, t'avais fait bah non. Non. Du coup. Non. Déception. Oui. Et ben, on retourne à toi, Fred. Ouais, pour une autre séquence qui est un peu plus joyeuse, tu vois. Moi j'ai parlé de Manchester by the Sea, vous avez parlé de Requiem pour un massacre, donc c'est un peu chaud quoi. Non, moi il y a une séquence, je crois que c'est ma séquence préférée de tout film confondu, et c'est très court comme séquence. Moi un des films que j'adore c'est Drive de Refn, et je pense que cette séquence je l'adore parce qu'il y a une musique que j'aime beaucoup. Je crois que c'est Oriole Hero. Je sais même plus c'est quoi le titre, putain. Heroes. Bref, je sais plus parce que. Je crois que c'est celle-là, ouais. Je crois que c'est celle-là. ça Ouais. me fait marrer. Ouais, voilà, je crois que c'est celle-là. Oh, le Shazam de Bref, Julien. et en fait, ce Drive, déjà, c'est un film que j'ai l'impression qu'il se ressent, quoi, qui est très palpable comme film. Moi, j'adore ce film parce que les musiques, parce que beaucoup de silence, parce que bah, du coup, Gosling, comme il est une sorte de jeu un peu qui est très muet, bah, ça te laisse le temps, toi, de ressentir des choses, j'ai l'impression. Je sais pas si vous voyez. Si, si. Et du coup, une séquence que j'aime vraiment beaucoup, c'est celle où Gosling prend sa bagnole avec sa meuf, et avec le gamin. Genre, le gamin va dans la voiture, Oui. et il y a la musique qui démarre, et t'as du soleil, et le mec est sous le fameux pont de Los Angeles. Et juste, ça dure quelques instants, après, je crois qu'il s'arrête. Ils trouvent une sorte de petit cours d'eau, ils se mettent au bord de l'eau, et puis c'est tout. Genre. Et à la fin, il rentre avec le gamin dans ses bras. Et C'est tout. ça. C'est un peu le seul moment heureux du C'est film. le hein. seul moment. Bah, après, il y a des petits moments, genre le truc de l'ascenseur par exemple, qui est hyper violent, et puis d'un coup qui se termine par un baiser. Ouais, mais Tu vois, il y a celle-là, un peu- celle avant, elle est vraiment celle heureuse. C'est genre un peu la Ouais. vie rêvée. C'est ça. Et du coup, elle vient un peu s'insérer dans un chaos du film. Genre un film qui est chaotique en vrai, qui est vraiment violent, très triste et tout. Et cette scène m'a vraiment marqué. Et du coup, quand je pense à ma scène préférée, c'est ça. Mais je pense que tout est lié à la musique, à tout un esprit de Drive que j'aime vraiment beaucoup. Le fait que la musique revienne à la fin aussi. Ça, c'était. Et qui montre une tragédie en fait. Mais effectivement, là, tu peux pas séparer la musique de l'image. Moi, c'est cette image de Ryan Gosling de dos, un peu accroupi. Effectivement, la musique, ça me fait passer à la musique, ça me refait penser à cette image. C'est ça. Mais d'ailleurs, il y a plein de films que j'aime vraiment beaucoup et je me rends compte que ce que j'aime dans le film, c'est la musique, quoi. Into the Wild, avec, tu vois, Vedder, Waves, qui a genre vraiment une grosse playlist de plein d'artistes que j'aime beaucoup. Donc souvent, moi, des films, des séquences qui me marquent, Ouais, parce qu'il y a des musiques. Suicide Squad aussi, de David Ayer. Ah ouais, non, vraiment génial ce film, putain. Non, mais il y a des films, vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont une bande son qui s'accroche à l'image. À tel point que ça fait plus qu'un, quoi. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord. Voilà. Je trouve que Refn a jamais réussi à répéter ce qu'il avait fait avec Drive. Ouais, moi j'ai essayé de voir d'autres films, j'ai pas Only été. God Forgive, bof. Valhalla Rising. Neon Demon, apparemment, ça J'avais avait vu été- Bronson, moi ça m'avait plu. Bronson, ça c'est m'a- bien en première partie, mais ça devient très vite répétitif. Et Neon Demon, non Pas vu des Je l'ai vu, j'en ai aucun souvenir. Voilà. Ah merde, bon bah. Oups. Voilà. Alors pareil, il a fallu faire un choix pour cette deuxième séquence et je voulais éviter de reprendre une scène de dialogue pour prendre une séquence plus type action. Alors j'ai franchement hésité à parler de la scène du train dans Spider-Man 2, mais bon, je trouve qu'on a quand même souvent entendu parler, donc j'ai pris une séquence de Sicario, la séquence de la frontière entre le Mexique et les USA. Alors pourquoi cette scène m'a marqué ? À savoir que j'ai pas vu le film en salle. Et donc je l'ai découvert chez moi pour la première fois. Et bordel, dès le premier visionnage, cette séquence elle m'avait marqué car c'est une tension constante pendant 5-7 minutes avec une résolution ultra rapide. Alors maintenant que je connais mieux le cinéma de Villeneuve, j'apprécie d'autant plus cette scène car la séquence commence dans un gimmick de Villeneuve, c'est-à-dire le déplacement. Ici c'est un transfert de prisonniers du Mexique vers les États-Unis
qui est filmé avec beaucoup de dynamisme et le début de la musique aussi qui te fait tout de suite sentir une tension. Puis une fois la frontière passée, le déplacement se meut en immobilisme avec lequel Villeneuve va jouer en créant une tension permanente pendant un bon 3 minutes. Et dès l'arrêt des véhicules, tu sens qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et la tension, elle monte jusqu'à la résolution des échanges de tirs. Et jusqu'au dernier tir, la tension ne baisse pas d'un cran, et encore une fois, c'est grâce à la musique du regretté Johan Johansson. Mais aussi grâce à la mise en scène de Villeneuve, qui utilise beaucoup de plans très longs, qui permet de maintenir la tension. Et je pense, Cohen, tu adorerais cette scène, parce que le scénariste l'a voulu comme un hommage dans le style à la séquence de braquage de Heat. Ok. Vois Sicario. Mais ça fait des mois et des mois que tu me dis qu'il faut que je le mate. Il est en face de moi en Blu-ray, là, derrière toi. Ouais. Et donc je profite du fait de parler de Sicario et de son scénariste pour vous dire que ce film est le premier d'une trilogie baptisée Trilogie du Nouvel Ouest, entièrement scénarisée par Taylor Sheridan, comprenant également Comancheria ou Hell or High Water en VO, réalisé par David Mackenzie, et Wind River, réalisé par Taylor Sheridan lui-même, qui selon moi est une des meilleures trilogies des années 2010. Et sachez que même la suite de Sicario se vaut bien. On n'est pas au niveau du premier, mais ça reste un film très correct et une bonne suite au premier volet. Ok, donc là c'est à mon tour de parler de ma scène préférée. Est-ce que je peux deviner? Vas-y. Édouard Romain d'Argent. Oui, tu le sais très bien. Ah oui, c'est vrai que tu le dis souvent. Moi, j'allais dire Batman, Dark Knight. Bah, Dark Knight, pour moi, le film est parfait, mais genre, il n'y a pas une scène qui ressort plus qu'une autre, à part peut-être la fin. Non, c'est soit ça, soit la fin de Seven. Mais Édouard Romain d'Argent, je suis curieux. il n'y a pas de scène qui me fait plus planer que la scène de la danse dans Édouard Romain d'Argent. Parce qu'en fait, j'aime plus Tim Burton. Genre, en tant que réalisateur, en tant que mec, aujourd'hui, j'aime plus du tout ce qu'il fait. Genre, on avait regardé le premier épisode de Wednesday. Genre, je trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu très cynique, mais cynique creux, Tim Burton. Dans le sens où il a plus la spécificité qu'il avait avant, c'est-à-dire d'être un nerd à part. Dans les années 90, quand t'étais un nerd un peu gothique, t'étais vraiment quelqu'un de unique dans ton genre. Et depuis que c'est devenu quelque chose de mainstream, bah lui, il est plus mainstream, et du coup, il est devenu cynique envers ce qui était auparavant ses références. Tu vois, aujourd'hui, j'ai l'impression que quand il fait Wednesday ou quand il fait Alice au Pays des Merveilles, il se moque de ce qui pourtant était ses influences. Et à chaque fois que je revois Édouard Romain d'Argent, bah, je retrouve l'amour qu'il pouvait avoir auparavant. Parce que la scène de la danse de la glace, c'est juste une scène qui dit les gens à part, c'est des artistes, et ce qu'ils font, c'est beau. Et à chaque fois, ce petit ralenti sur Winona Ryder qui se met à danser sous la neige que produit Édouard Romain d'Argent avec ses ciseaux, avec la musique de Danny Elfman, moi ça me... C'est d'une poésie visuelle magnifique. Pour moi, c'est la scène la plus douce que tu peux avoir dans un film. Elle sort de nulle part parce qu'il n'y a pas de raison à ce que Edouard il trouve un giga bloc de glace dans le jardin. C'est juste là parce que c'est beau. Et des fois, il n'y a pas de raison que ce soit là, mais c'est juste... C'est beau. Et le revoir au cinéma c'était quoi, il y a 3-4 ans là? 3 ans, je crois, j'étais là. Ouais, Ça, tu c'est étais cool là. parce qu'il passe souvent aussi. Hein. Ce film, quand même, Ouais. tu peux facilement le trouver. Et c'est trop bien d'avoir C'était sans doute la pire salle de MK2 que j'ai jamais Mais vue. j'étais là, moi aussi, en fait. Oui, c'était la pire salle du MK2. Oui, c'était Ah celle oui, de- oui. C'était MK2 Beaubourg là où t'as Oui, failli voilà. travailler. Ouais, Beaubourg. Ouais, bah écoute. Donc, elle est Mais meilleure ça fut quand même une bonne expérience, malgré une salle très compliquée. Ah ouais, le rat sous mon pied. Non, je les connais pas de rat. Non, mais voilà, c'est ma scène préférée. C'est celle qui me fait planer à chaque fois que je la vois, quoi. Et le dialogue de fin de Édouard Romain d'Argent, moi, c'est... Bon, bah j'ai l'impression qu'on a fait le tour de nos films, de nos scènes qui nous ont vraiment marqués. Donc, on va passer maintenant aux chroniques, à tous les jeux et à tout ce qu'on veut faire pour s'amuser dans cet épisode hors saison, fin de saison, Hors série, fin de saison. hors fin de saison de DCP. Et on va commencer avec Jérém qui a concocté un mastodonte de chiffres au point qu'on va le diviser en 2 sections. En Ah effet. oui. Donc la première partie, je te laisse la parole. Afin de célébrer la fin de saison et les bons moments passés ensemble à enregistrer cette émission, j'ai fait pour vous une réécoute de tous les épisodes afin de faire un gros bilan des chiffres de DCP pour cette saison 1. Cet homme est un héros. C'est ouf. T'as mis combien de temps à faire ça? Bah tu vas voir. Oh putain. D'une part, dans cette première partie, on va voir les chiffres globaux de cette saison 1 de DCP avant de partir vers une partie plus jeu sur laquelle on reviendra plus tard dans l'émission, dans laquelle je vais essayer de vous poser des questions concernant des chiffres un peu plus particuliers. On va commencer par les chiffres globaux généraux de cette saison de DCP. Cette première saison de DCP, c'était 21 épisodes classiques, 4 hors série en comptant l'épisode que vous êtes actuellement en train d'écouter, même si l'épisode de fin d'année 2023 était numéroté. C'était 2 invités pour cette première saison, Héloïse lors de l'épisode 17 et Marie-Jeanne lors de l'épisode 19. DCP saison 1, c'est aussi 4 épisodes sans Fred, les épisodes 6, 18, 19 et 20, et un épisode sans Julien, l'épisode 17. Tout le monde n'a pas vu au moins un film dont on a discuté en critique.
3 pour Fred, lors du premier épisode où on avait parlé de The Creator, un métier sérieux et les feuilles mortes. C'était pas sérieux. Vraiment. T'avais rien vu pour la première. 2 pour Julien, avec So X et Late Night with the Devil. Un seul pour Owen, la zone d'intérêt. Et un seul pour moi-même, puis vous le savez puisque c'était tout récent, c'était Cans of Kindness lors de la dernière émission. Il a failli faire le perfect. Même si Fred n'a pas été là pour plusieurs émissions, on est quasi à l'équilibre sur le nombre de jokers par personne, parce que si on prend en compte le joker qu'Owen va avoir sur cette émission, tout le monde est à 5 jokers, sauf Fred qui n'en a eu que 4. Est-ce que tu comptes son double joker? Non, j'ai compté comme 1 du coup. Ok. Au total, pour cette première saison de DCP, nous avons parlé de 40 films en critique, soit quasiment 2 par émission. En plus de cela, nous avons évoqué 29 films en rattrapage, ce qui fait un total de 69 films de l'actualité dont on a parlé. Et donc si jamais vous voulez faire comme moi, comme un grand malade et réécouter tous les épisodes de DCP hors série compris, il va vous falloir 26 heures, 17 minutes et 52 secondes, soit une bonne journée à écouter nos belles voix. C'est tout ce temps que j'ai monté. L'émission la plus longue, sans compter les hors-séries, c'était l'épisode 5 qui durait 1h30, sur lequel on avait parlé de Napoléon, de How to Have Sex et de... C'était qui fois le dernier? Merde, j'ai oublié. Et le Fincher, The Killer. Oui, The Killer, merci. En effet. Et l'émission la plus courte était l'épisode 13, dans lequel on avait parlé de Ferrari et de la salle des profs, qui avait duré 55 minutes et 11 secondes. Alors, vu que nous parlons de la première saison de DCP, parlons des premières fois de DCP. Le tout premier film dont le nom a été évoqué dans DCP restera pour toujours et à jamais Rogue One, A Star Wars Story. Voilà. Oh, ok. Le tout premier réalisateur dont le nom a été évoqué est Jean-Jacques Hano. Ah bon? Oui. Le tout premier acteur dont le nom a été cité, c'est Nicolas Cage. Pas étonnant. Et la toute première actrice dont le nom a été cité, c'est Brie Larson. Voilà. Ça restera pour toujours et à jamais ces noms-là. Putain, j'imagine un Rogue One dirigé par Hanno avec Nicolas Cage et Brie Larson. Je veux ce film. Allez, le tout premier film dont on a fait une critique, c'était The Creator, du coup. Et le premier film réalisé par une femme dont on a fait une critique est arrivé à l'épisode 5, lorsque nous avions parlé de How to Have Sex de Molly Manning Walker. La première fois que nous avons fait des rattrapages, c'était également lors de l'épisode 5, avec comme premier film fait un rattrapage Vincent doit mourir. La toute première utilisation de Feu notre soundboard était le C'est de la merde de Caradoc dans Camelot et lancé par moi-même. Et pour évoquer vite fait notre soundboard que nous avons arrêté d'utiliser à l'épisode 6, mais sur lequel nous avons pu abuser, car nous l'avons utilisé au total 43 fois sur 5 épisodes, donc une moyenne de 8,6 fois par épisode. On a bien fait d'arrêter. Oui. Nous n'oublierons jamais. À savoir que le son le plus utilisé était le fameux Tu vas chialer, passé 16 fois au total, soit à lui seul quasi 40% de tous les sons utilisés. Ça me manque, moi. Le Tu vas chialer? Ouais, un Mais peu. c'était marrant parce qu'en fait, on savait jamais sur quel bouton c'était quoi. Du coup, on les passait en revue. On les passait tous en fait à chaque fois. Et revenons sur les premières fois avec la première série évoquée American Horror Story et le premier jeu vidéo cité, c'était The Last of Us. Oh, génial. Ça, c'est bien. Penchons-nous maintenant sur les films que nous avons critiqués en tant que films d'actualité. Là, je ne vais pas prendre en compte les rattrapages. Nous avons discuté de films de 11 nationalités différentes. Sans surprise, plus de films américains pour 15 d'entre eux, donc moins de la moitié quand même. Viennent ensuite les films français avec 8, et enfin les films britanniques avec 6. Pour les nationalités dont nous avons évoqué qu'un seul film, on peut citer pêle-mêle l'Allemagne avec La Salle des Profs, la Corée du Sud avec Saturne à Séoul, ou encore le Canada avec Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Nous avons discuté de 4 films réalisés par des femmes, donc il faudrait peut-être qu'on bosse là-dessus l'année prochaine. Le film le plus long dont nous avons parlé est Killers of the Flower Moon avec ses 3h26, et le film le plus court dont nous avons parlé est Dali avec son 1h17. Ressenti, 3h26. Pour rester sur les durées, sachez que si vous voulez réécouter uniquement les critiques de DCP, il va vous falloir 10h31 minutes, donc les critiques occupent 40% du temps total des émissions. Allez, et si on veut se faire un petit top 3 des films dont on a parlé le plus longtemps en critique, en troisième, Pauvre créature, qui était le seul film critiqué de l'épisode 9, sur lequel nous avons passé 20 minutes et 24 secondes. En deuxième, Bâtiment 5 de Ladji, car même sans Fred, nous avions discuté de ce film pendant 20 minutes et 38 secondes. Et le premier, on sait très bien Et le lequel premier, c'est. vous avez deviné lequel c'est, dites-le moi. L'Exorciste. En effet, l'exorcisme d'émotion lors de l'épisode 2, sur lequel on a passé 23 minutes et 5 secondes. On n'avait pas de filtre. Ah ouais, non, mais c'est surtout qu'on avait détesté ce film, je pense, Déception. ça a pas mal aidé. Hein. Et donc, à l'inverse, si on prend les 3 films dont on a parlé le moins longtemps, alors est-ce que vous pourriez deviner lesquels c'est ou pas? Ferrari, on est resté longtemps dessus. Non, il Oh. fait pas partie du top 3. Second tour? Non plus. Bon, alors en troisième, c'est How to Have Sex, dont Ah on a bon parlé 11 minutes et 5 secondes. Oh putain, je pensais qu'on avait grave parlé du film. En deuxième, c'est Drive Away Dolls, dont on a parlé 10 minutes et 26 secondes. Et en premier, est-ce que vous l'avez vraiment pas le premier? Vous pouvez pas essayer de trouver? C'est vraiment vers les épisodes 15-17 parce qu'on passait un peu vite. Non, pas C'est du un tout. des premiers ou non? C'est un des premiers, ouais, en effet. Créateur? Non, c'est Les Feuilles Mortes. On a Ah, passé non. c'est le seul film sur lequel on a passé moins de 10 minutes parce qu'on en a parlé que 9 minutes et 15 secondes. Voilà, c'est tout pour cette première partie. On se retrouve plus tard dans l'émission pour
la partie qui va peut-être vous intéresser le plus, le nombre, les réalisateurs cités, etc., les acteurs, les films cités, tout ça. Ça, moi j'attendais de voir combien de fois on a cité Dupieux. Voilà, tout ça sera dans la deuxième partie et je vais vous faire jouer On là-dessus. va renommer l'émission Dupieux en Moi, fait. je pense que c'est celui qui a été le plus cité dans cette. Et bah vous verrez tout à l'heure. Il y a 2 semaines, moi je vous ai parlé d'un petit film devenu un grand classique du cinéma d'horreur et qui a acquis au fil des ans un statut culte. Je vous ai parlé de Massacre à la tronçonneuse et surtout je vous ai parlé du tournage de Massacre à la tronçonneuse. Bah là je vais vous reparler d'un tournage qui s'est très mal passé, d'un autre petit film devenu un immense classique, mais pas du tout dans le même genre, puisqu'aujourd'hui je vais vous raconter le tournage de ce qui est considéré comme un des plus grands nanars de l'histoire du cinéma. Rare. Mais qu'est-ce que t'as avec ce film à chaque Je fois sais pas, à chaque fois je pense à un tournage horrible, je pense à Roar. The Room. Oh. Et en fait, le calvaire The Room, lui, il peut se résumer en un nom, c'est Tommy Wiseau. Parce que c'est Tommy Wiseau que est The Room. En fait, s'il n'y avait pas Tommy Wiseau, The Room ne serait pas, et The Room ne serait pas ce qu'est The Room sans Tommy Wiseau. Mais en fait, j'insiste sur Tommy Wiseau parce qu'il est la clé de compréhension de tout ce qu'est The Room. Oh, hi, Marc. Faut savoir que Tommy Wiseau, j'adore ce nom, c'est le scénariste, réalisateur, producteur, acteur principal, distributeur de ce projet qui est considéré comme sa vision, son chef-d'œuvre qui sera à même de surpasser Citizen Kane d'Orson Welles. Parce que oui, si Citizen Kane c'est un chef-d'œuvre, c'est parce que c'est le premier film d'Orson Welles et du coup il fallait absolument que le premier film de Tommy Wiseau soit le chef-d'œuvre ultime de Tommy Wiseau. Mais qui est Tommy Wiseau en fait ? Ben en fait, on sait pas vraiment, parce que malgré les interviews, le monsieur il a jamais donné beaucoup d'indices sur ses origines, et vu que son accent il est vraiment très bizarre et très forcé, ben en fait, on n'arrive vraiment pas à identifier les origines du mec. Donc un jour, c'est Greg Sestero, un jeune acteur en devenir qui monte à Los Angeles et qui s'inscrit à des cours d'acting, qui souhaite devenir une star d'Hollywood, et il croise la route de Tommy Wiseau, et il est fasciné par le charisme de ce mec. Il a les cheveux longs, il a une moue très bizarre, puis il a cet accent quoi. Oh hi Mark. Charismatique, je sais pas si c'était le mot pour Tommy Wiseau. Mais il y a une aura étrange, tu vois, et tu peux être sous le charme. Sauf que Wiseau, c'est un mec à part. Genre, c'est une forme d'artiste qui est très particulière, qui arriverait presque à te faire croire que le caca qui vient de pondre, en fait, c'est la nouvelle Joconde. Et lui-même, il est persuadé de son génie, en fait. Il parvient à rameuter assez de gens pour le suivre dans ses projets les plus fous. Et le projet le plus important de Tommy Wiseau, à ce moment-là, bah, c'est The Room. Donc The Room, en fait, c'est un huis clos dans lequel Johnny, donc incarné par Wiseau himself, vit une idylle avec Lisa, sa future épouse, mais pour une raison, on ne sait pas, Lisa se met à courtiser Mark, qui est incarné par Sestero et qui est le meilleur ami de Johnny. Et ensuite, bah, ça part dans une intrigue de feu de l'amour, saupoudrée de scènes de cul très longues, de jeux d'acteurs très mauvais, et d'un montage assez merveilleux quand même, parce que les scènes de sexe qui durent 5 minutes, ça a un sens. Et la mise au point. La mise au point. Mais c'est fou parce qu'il faut se dire que dans l'esprit tordu de Wiseau, tout ça a un sens. On était ensemble quand on l'a vu, non Oui. Cet événement avec les fourchettes sur la C'est longue ça. table. Alors, là. moi je l'ai pas vu parce que franchement je pense que j'ai autrement mieux à faire de mon temps que de Franchement, regarder avec The un Room. éloignement, Je mais- pense que c'est un film qui doit être vu dans des séances spéciales pour apprécier son côté nanardesque. On en parlera après, mais il faut savoir que du coup, Wiseau, il a financé lui-même, à lui seul, la production de son film. On sait pas d'où il a sorti cet argent, mais il a sorti 6 millions de dollars. Ça a coûté 6 millions de dollars, The Room. 6 millions, et tu vas très vite comprendre pourquoi. Parce que Wiseau producteur, donc déjà Wiseau, il voyait le numérique comme quelque chose de très novateur, de très important. Du coup, il s'est dit, c'est trop bien, je vais tourner simultanément avec une caméra numérique et une caméra pellicule, et on va faire un montage des deux. Sauf que Mais c'est pas possible, ça. exactement. Du coup, ça marche pas. Et rien que là, bah, du coup, tu as la location d'une caméra 35 mm et la location d'une caméra numérique, bah, ça double ton budget. Et surtout, Wiseau, il ramenait les caméras chez lui le soir. Et il revenait le lendemain matin très en retard. Ça lui arrivait d'arriver 2-3 heures en retard sur les plateaux de tournage. Aussi, et ça, l'équipe technique s'en est rendu compte une fois la caméra allumée, Wiseau, il oubliait très souvent son texte, qu'il avait lui-même écrit. Et surtout, bah, il jouait très mal. Donc il y a énormément de prises ratées. Et le tournage a pris un retard monstre au point qu'une grève entre les techniciens a eu lieu. Et la grève, Wiseau, il a résolu en sortant son chèque. Donc au total, ce petit huis clos qui dure 1h30, il a été tourné en 6 mois. 6 mois pour The Room. 6 mois pour The Room. Écoutez, moi j'ai fait plein de tournages horribles, des trucs vraiment qui étaient horribles. Je tombais sur des réals mais qui savaient pas tourner, qui connaissaient rien à la vie, etc. Mais ça durait 2 jours maximum, tu vois. 6 mois. Et quand le film fut enfin monté et qu'il fut question de le projeter, donc Wiseau, il a encore sorti son propre argent pour financer l'exploitation très limitée de son film. En fait, il a exploité de sorte que ça passe 2 semaines parce que c'est le minimum légal pour concourir aux Oscars. Oui, en effet. Et lors de la première, en fait, il espérait vraiment voir le public applaudir d'admiration, mais en fait, les gens, ils ont commencé à rigoler devant son film. Et depuis, il dit « Ouais, non, mais c'est fait exprès, genre, c'est une comédie. »
Et du coup, The Room, c'est devenu un peu le chef-d'œuvre des nanars, c'est le film parfait qui a regardé entre potes. Et nous, donc, on l'a vu dans un bar, et il y a des règles. C'est comme le Rocky Horror Picture Show maintenant, il y a des règles pour regarder The Room. Par exemple, quand la mise au point est mal faite, il faut crier le point. Quand il y a des scènes de sexe, il faut clapper dans les mains. Et quand il y a des cuillères, parce qu'il y a plein de cuillères dans le film, il faut... Faut lancer sa cuillère sur l'écran. Exactement, c'est incroyable. C'était incroyable cette séance. Et il y a eu des malaises sur le tournage aussi, parce que c'était vraiment trop éreintant. Et bon... Il y a un film qui a été fait là-dessus depuis, c'est Disaster Artist, qui est vachement chouette. Sacré embrouille quand même que le tournage de The Room. Moi, ce qui me fascine, c'est que quand tu le vois... Enfin, vraiment, c'est un film, genre, pour les étudiants au cinéma, c'est vraiment un film qu'il faut voir, parce que c'est tout ce qu'il faut pas faire, en fait. Exactement. Genre, en termes de mise en scène, en termes de montage, mais même en termes de rythme, il y a des scènes dans The Room qui n'ont aucun sens. Le moment de coupe, en fait. Moi, j'ai le souvenir d'une scène dans The Room, c'est le moment où il va acheter des fleurs. Cette scène, en termes de découpage, ça n'a aucun sens. Enfin, il filme un chien pendant je ne sais combien de temps, tu repasses chez le fleuriste, et là, tu me dis que ça a coûté 6 millions et que ça a pris 6 mois. C'est totalement fou. Non, et puis vraiment, à chaque fois qu'il coupe, qu'il décide de couper dans tel plan, dans telle scène, c'est jamais le bon timing. C'est toujours décalé. Il y a un truc qui est fou dans ce film. Et c'est absolument délirant. Et c'est un peu épuisant à la fin. Parce que j'ai adoré les 45 premières minutes. Les 45 dernières, c'était... À force de jeter ta cuillère, de dire « Oh, I mark » et de crier le point... J'avais mal aux mains à force de clapper dans mes mains. Bref, matez The Room, en vrai, c'est quand même vachement drôle. À revoir entre potes, pas tout seul. Ouais, entre potes avec des bières et des cuillères. On va enchaîner avec les jeux. Et on va commencer par mon jeu. Tu as dit, Jérémy, qu'on avait parlé de 69 films, au total, il me semble. Oh non. Rattrapage compris, oui. Rattrapage compris. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des extraits de nos critiques précédentes, et à partir de ça, on va vous entendre, messieurs, vous allez vous entendre. À partir de ça, vous allez devoir deviner de quel film on parlait, à partir de ces extraits pris hors sujet, J'adore. C'est hors incroyable. contexte. C'est incroyable. Voilà. J'ai pris 10 extraits, donc vous allez avoir 10 films. Alors, devinez 10 films dont on a parlé, et on va commencer avec cet extrait. N'empêche, je hais ce film. Ah, il L'Exorciste. était, mais rouge de haine envers le film quand on est sorti de la salle, je l'ai vu avec lui. C'est le deuxième acte. C'est le deuxième acte. Oh. Bien joué. On parlait du deuxième acte. Je hais ce film. Donc, Moi, niveau son, j'ai repensé aux grosses boules noires qui font. Ouais. J'ai adoré. J'étais vraiment Ça, dans c'est le délire. drôle, Là, j'étais vraiment dedans. Ouais, quoi. voilà. C'était incroyable. Il y a des trucs niveau visuel, on peut en parler. C'est. Alors c'est Fred qui parle de l'Empire du coup. oui, C'est ça, ouais. des grosses boules qui font. Je le fais vachement moins bien que toi. T'as un truc avec tes cordes vocales, mec, je comprends pas, mais j'admire. Peut-être la meilleure phrase de l'histoire de DCP. S'attacher au personnage, c'est compliqué. En même temps, est-ce que t'as envie de t'attacher à un nazi? C'était quel épisode, ça? Attends, on va la donner à Fred. La zone d'intérêt. Mais t'as raison, je la balance mais hyper naturellement. Génial. Un extrait plus analytique. Globalement, tout le monde dit que c'est un très bon film. Mais c'est pas lui qui décide la Ouais, réception du mais film. justement, ce que j'ai dit, c'est que c'est ça, on pourrait dire que c'est le mec qui est dans le système, et du coup, vu qu'il est anti-système, il fait exprès de rendre un film moche, inconfortable, etc., pour montrer qu'il serait contre le système. On pourrait le voir de cette manière-là Ça, aussi. je peux comprendre. Vous vouliez dire? Non, moi après j'aime bien Nicolas Marié, donc j'étais content de le voir. Ouais, ça peut se comprendre. Non, en vrai, en plus, moi, les gars, j'ai rigolé à quelques instants. Le caméo de David Marseille. Voilà, et je voulais en parler, le meilleur caméo de l'année. On va dire Julien, on partage un peu le truc. Ouais, bien sûr. C'était second tour de Dupontel. Bah voilà. Bon, je pense que celui-là, vous allez très vite l'avoir aussi. D'abord, les exercices d'étirement de Fassbender. Parce que c'est toi. Non, j'en suis pas encore là. Mais je trouve ça très impressionnant et ça m'inspire pour faire mes étirements. J'avoue, le début, à un moment donné, il fait un mouvement, il était en mode waouh, quand je pourrais faire ça. Ah ouais, non, mais j'ai hâte. Deuxième chose, j'ai beaucoup aimé Tilda Swinton. Oui. Voilà. La scène, toute la séquence avec Tilda Swinton était super cool. Elle a fait une superbe blague sur un ours. Voilà. Oh non, c'est tout. Oh, putain, Non, mais- c'est tout ce qu'il a retenu de Tilda Swinton, non, c'est la non, blague de non, l'ours. non. Donc c'est quand tu parles de The Killer, Mais je me souviens même plus de c'était quoi la blague de l'ours du coup. Moi non plus. non plus. Vous êtes marrant à détester Romain Duris, hein, vous êtes plusieurs dans mon entourage à dire que vous l'aimez pas. Non, mais je l'aime bien. Mais Bah j'aime bien alors le détester. Il y a une différence. C'est que dans Qu'est-ce- ses rôles, je suis en mode on dirait, je vais te gifler, tu vois. J'ai envie de te. Ah, je t'aime pas, tu vois. Ah bah c'est Mais putain, c'est il la le relation joue avec bien. le film en fait. C'est le règne animal. Perdu. Non. Les trois mousquetaires. Bah non. Bah, dans quel film il y a Duris et on l'aime pas et... Oh, j'ai envie de le taper. L'arnaqueur. Non, mais qu'on a Non, parlé. on a cette parlé, année. faut qu'on a parlé. Ah, le piège là. Mais c'est vrai que c'est pas lui l'acteur principal du film, il est. Oh putain, c'est dans Dali alors. Bah ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est dans Dali, j'avais totalement oublié. C'était un beau piège. Mais je reviens un peu à ce que tu dis, les plans très larges de haut.
C'est pas mal parce qu'au début du film, les plans très larges et très dansants qui te montrent les plaines, par exemple, t'as ce plan au début du film qui te montre vraiment l'ensemble du terrain de William Hale. Et Et qui plus- s'étend à des kilomètres à l'heure. Et c'est beau, en plus. Le plan est beau. c'est La giga photographie est dépaysant, très belle, hein. Voilà. Et plus t'avances dans le film, plus ça se perd ce côté Ouais, ça décloisonné. se referme. C'est ça se referme. Et en fait, le dernier acte, pour moi, il est génial parce que justement, tout se passe en cage, dans un tribunal, dans des endroits très serrés, très clos. Plan large égale Martin Scorsese égale Killer of the Flower Moon. Ça aussi, j'aime beaucoup ce qui va se passer. B-movie. B-movie vibe. Non, mais ça, c'est vrai que moi, j'ai bien aimé Oh, la Moi, référence, j'ai trouvé ça trop bien, les plans subjectifs. Parce que j'ai l'impression que ça voulait dire quelque chose, quand même. Pas tous. Non, les deux derniers, là. Ceux à la toute fin, là. Sans spoiler. Challengers. Dans Challenger, oui. La fameuse référence à... B-movie vibe. movie. Les deux extraits sont un peu plus analytiques et moins drôles. Enfin, moi, je pense que c'est le gros souci de ce que j'ai vu de la plupart des critiques et des avis spectateurs, c'est de donner un statut au film qu'il n'a jamais prétendu avoir et qu'il n'a absolument pas. En fait, la question, c'est une question assez secondaire dans le film. C'est dans le film. J'ai un trou de mémoire. Le Molly Walker. Out of Sex. C'est pas Auto. Ouais. Perdu. Parce que dans mon souvenir, alors du coup je les ai réécoutés, je suis un peu biaisé, mais je peux peut-être me mélanger. Il me semble que Julien, à ce moment-là, il reprend un truc que j'ai dit en disant que potentiellement je porte une attention au film qu'il n'a pas demandé. C'était Priscilla de Sofia Coppola. Bien vu. Oui, voilà. Dernier. Mais vu que toutes les scènes durent max 5 minutes, Ouais. bah en comparaison, traîne la longueur. Hein. Elle paraît interminable, hein. Ouais, mais du coup, comme on disait, vu que toutes ces scènes, s'enchaînent sans vraiment de contexte, t'as pas de suspense, t'as pas d'enjeu. Ouais, c'est simple. Vas-y, dis-le. À Napoléon. Bah oui, bah voilà les gars. En tout cas, j'ai pris ces 10 extraits, ça vous a replongé dans le passé, Ah, tu m'étonnes. Hein. et ça vous a permis de voir à quel point nos analyses... Bon bah des fois on est drôle, hein. Quand même. On est assez drôle, on est assez marrant. Eh bien, j'en ai fini avec mes jeux, mais on n'en a pas fini avec les jeux, puisque Jérém revient avec ses chiffres. Et oui, nous y voici à cette deuxième partie de ma chronique pour cette émission de fin d'année. De fin de saison plutôt. Fin d'année, fin de saison. Les chiffres de DCP saison 1, une partie plus jeu avec des chiffres plus pointus sur lesquels parfois, je pense, vous allez vous dire, il est vraiment allé chercher ça. Et en effet, car je suis un malade de chiffres et d'Excel. Pour cette partie, je vais vous trahir un peu l'intitulé de ma chronique, car certes, des chiffres vont être évoqués, mais vous allez plutôt chercher des noms, des titres de films et d'autres choses. Avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai compté les citations d'œuvres ou de personnes qu'une seule fois par émission. Donc si jamais on a parlé d'un film dont on a dit le nom du réalisateur plein de fois, une seule fois est comptabilisée par cette émission. Donc on va plus parler de récurrence de citations que de citations pures. Et, dernière petite chose pour ces statistiques, je n'ai pas pris en compte les 2 hors-série sur les Césars et les Oscars. Commençons par des questions d'estimation sur des statistiques globales de la saison. Première question, combien de films en tout ont été cités dans DCP ? Alors, t'avais dit, donc déjà, les films de l'action étaient à combien 69 ? Non mais vraiment tous les films, bien Ah ouais. que, juste imagine le nom il a juste été évoqué même si on n'en parle pas derrière, on a juste dit le nom d'un film, je l'ai compté. 425. Moi, je dirais un peu moins, genre 300. 350. Alors t'as dit, et qui c'est qui avait dit 400 et quelques là ? 425 c'est moi. Alors c'est toi mais t'es très loin. Ah, Parce que sachez que nous avons cité en tout 1841 films, Oh bordel, soit une moyenne de 88 films cités par épisode. 88 films par épisode, c'est En c'est moyenne. sûr. En moyenne. Bah, en fait, avec les jokers ou avec Ouais. les jeux, on n'a pas compté, mais le nombre de jeux, on devait Ah oui, deviner c'est ça. le film. Tout en vraiment Ah, les cités. Bah Vraiment, oui. c'est vraiment tous Mais les. attends, t'as vraiment tout Oui. réécouté. Oui. Ce qui m'amène à la deuxième question. Nous avons cité le plus de films dans l'épisode 7, le hors-série de fin d'année 2023. Mais combien de films avons-nous cité dans ce seul épisode ? Attends, t'as dit la moyenne par film, elle est de combien 88. Mais on a cité en tout 1841. Allez, Et cet épisode, c'est quoi Le hors-série de fin d'année 2023. Ouais, c'est quand on a fait le bilan, on avait Ouais. fait notre classement. Ah oui, ça doit... 183. Ok. 250. 110. Owen est le plus proche encore une fois. 180 exactement. Oh T'étais à 3. T'es vraiment très proche. 180 rien que pour cet épisode-là. En effet, c'est l'épisode dans lequel nous avions le plus cité de films. Et pour l'anecdote, sachez que l'épisode dans lequel nous en avons cité le moins, c'est l'épisode 11, où nous en avions cité que 36. Troisième question, toujours sur les films, du coup, 1841, c'est donc le nombre de films au total cités en comptant toutes les citations. Mais si on ne prenait que de manière unique tous les films cités, à combien sommes-nous ? Ah bah oui, ça veut dire que si on a parlé, je sais pas, de Killers of Flower Moon, Dans plusieurs émissions. ça comptait... Mais- Ah mais là, d'accord. on va vraiment prendre que les films qu'on a cités qu'une seule fois. Ah oui, parce Enfin, que je me tous dis... les films. Enfin, voilà, 1841. Le nombre total de tous les films cités, s'il y en a qui ont été cités dans plusieurs émissions, c'est au total. Mais si on prend tous les films que de manière unique, à combien de films on est ? 700. Ah, 1200. voilà. 900.
1204. Owen, je sais pas comment tu fais, mais t'es très très fort. Oh, bah, dis Parce donc. qu'il y a donc 637 films que nous avons cités au moins dans 2 épisodes. Bah ouais, parce que dès qu'on se met à parler des jeux, au final, Ça va vite, hein. c'est là où ça fuse. Pour cette 4e question, passons sur les réalisateurs et réalisatrices. Combien de réalisateurs, réalisatrices avons-nous cités dans cette première saison? Pas de manière unique, mais en global. Bah, du coup, beaucoup aussi. 400. 600. Allez, je mets entre les deux, 500. Et bah, c'est Fred le plus proche, 521, GG. pour une moyenne de 25 par épisode. Et le chiffre unique, je vous le donne, c'est 294, soit 227 réalisateurs et réalisatrices que nous avons cités dans au moins 2 épisodes. Passons aux acteurs pour la 5e question. Vous commencez à connaître le principe. Combien d'acteurs avons-nous cités au total? Beaucoup plus, je pense. On est moins réel, on est plus acteur, je dirais, non? Bah c'est juste que quand tu parles d'un film en général, en critique, bah on a un réalisateur, mais on a beaucoup d'acteurs à évoquer. Donc je dirais Je dirais 900. 700. Ok. 500. Julien le plus proche, 513. Eh ouais. Pour une moyenne de 24 par épisode, donc on n'est pas si loin des réalisateurs. Et pour l'anecdote, sachez que l'épisode dans lequel nous avons le plus cité d'acteurs, c'est l'épisode 19, car nous en avions cité 60. Et si on les comptait de manière unique, il y a 318 acteurs que nous avons cités. Enfin, pour ces questions d'estimation, terminons avec les actrices. Combien d'actrices avons-nous cité? Ah là là, ça va être dur. Je pense que le chiffre va être vraiment bas. Aïe. Allez, 80. Non, pas à ce point. 200. Ouais, moi j'aurais dit 250, allez, un peu plus. C'est Julien le plus proche parce que 160 seulement, soit une moyenne de 8 par épisode, Oh là là. avec en comptage unique 110 actrices différentes citées. Voilà. Est-ce que tu nous poseras la question de l'actrice qu'on a le plus citée ou pas? Bon, ça arrive. D'accord. Oh, j'ai une petite idée. Ouais, si Sois- j'ai ma petite sois idée, patient. oui. Alors là, on va passer dans une seconde partie dans laquelle j'ai quasiment abandonné les chiffres, mais ça m'a bien plu à trouver ça, donc parce que vous savez qu'on ne cite pas que des acteurs, des actrices, des films, des réalisateurs, nous avons aussi cité d'autres types de personnalités. Donc, pour cette partie de questions, je vais vous donner un nom de personnalité et vous allez me dire si on a cité cette personnalité à un moment donné dans des CP. Commençons facile. Est-ce que John Williams a été cité? Oui. Bien évidemment. Est-ce que Christophe Ondelat a été cité? Oui. Ah, je me dis c'est un truc que Jérém est capable de balancer comme ça. Ouais, moi j'aurais, je sais pas, non. Bah si, Christophe Ondelat a bien été cité. Est-ce que Charles de Gaulle a été cité? Oui. Ah non. Non, je crois pas. Eh bah Fred, tu as raison, parce qu'en effet, il a bien été cité, Charles de Gaulle. Owen, j'espère que tu vas l'avoir celle-là. Est-ce qu'on a cité Carlos Alcaraz? Bah, il me semble bien, oui. Challenger. Je suis même pas sûr. Hein. Non. Je suis Oui, même pas oui. sûr. Je sais qu'on a évoqué Andy Roddick, Andy Murray, Djokovic, mais. Bah Alcaraz. non, nous n'avons pas évoqué Carlos Alcaraz. Pourtant, il a Ouais. gagné Wimbledon hier. Voilà, l'info. Continuons, est-ce que Laurent Delahousse a été cité? Ouais. Oui. Oui, et il a fait l'exploit d'être même cité dans 2 épisodes différents. Ça, c'est la chevelure. Ça, c'est moi. Continuons, est-ce que Francis Cabrel a été cité? Oui. Oui. Oui, Remember Fred, en effet, hein, qui le croyait mort dans le tout premier Ouais. épisode. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Fred qui avait fait cette Elle est bombe dès la vraiment première une épisode. personne qui est mort. Continuons, est-ce que Hans Schwarzkopf a été cité? Non. Non. Non, non, non. Non, en effet, mais Franck Provost a été cité par Il contre me par, semblait par bien, Julien. Est-ce que Karl Lagerfeld a été cité? Ah, c'est possible, parce que là, il y a eu la série il y a pas longtemps, donc je pense que oui. Oui, on a parlé de la série Karl Lagerfeld, il me semble. Ah oui. Bon bah oui alors. Ah, pas du tout. Et bah pas du tout. Bah, j'invente des choses. Pas du tout. Jamais Karl Lagerfeld n'a été cité. Bon. Continuons. Est-ce que André Bazin a été cité? Oui. Ouais, oui, oui. J'avoue, je fais un grand écart. Karl Lagerfeld, André Bazin, il est. J'en suis pas si sûr. Ah ouais. Si André Bazin, on parle de la fac souvent, donc André Bazin. Ouais, je dirais non, moi. Si, André Bazin a été Bon, cité. bah, tant mieux. Faisons un autre grand écart parce que passons de André Bazin à Zinedine Zidane. Ah, ça m'étonnerait pas que oui. Moi, je pense qu'on a parlé de Zidane. Moi je dirais non. Eh ben non, nous n'avons pas cité Zinedine Zidane. On a parlé de Giroud, par contre. Oui, on a parlé de Giroud, en Ouais, tu vois, effet. je savais. Je crois que c'est l'épisode sur bâtiment, ça. En effet, Voilà, voilà, allez. très bon. Encore un autre grand écart, passons de Zinedine Zidane à Peter Gabriel. Ah, bah oui, ça c'est moi, oui. 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 Pas du tout. Ah bon Non, Ah sérieux, ouais. j'ai jamais parlé Alors de Peter Gabriel. pourquoi j'ai mis Peter Gabriel? Parce que sachez que le tout premier épisode jamais sorti, le pilote de DCP, qui d'ailleurs ne s'appelait pas DCP, c'est déjà Owen qui l'avait monté, et comme musique il avait mis Salisbury Hill de Peter Gabriel. Ça avait un nom, DCP avant DCP? Le cercle rouge. Ouais, c'est vrai. Ah oui, Cercle rouge, effectivement. c'est vrai. Continuons, est-ce que Johnny Hallyday a été cité? Oui, oui, oui. Ah, je crois pas. Non. En info, on n'a pas parlé de Quenard qui joue Johnny Hallyday. En vrai, à tous les coups, avec Oh, Johnny. Ouais, mais c'est pas Johnny. Ah oui, bah allez. Mais peut-être qu'on a lâché un Hallyday. Non, je pense que c'est si on a cité Johnny Hallyday. Oui, il a été cité en effet, Johnny Hallyday. Refais un peu de Johnny. Johnny Ça va, Johnny
Alors, ensuite, est-ce que Gabriel Attal a été cité? Oula. Non, j'ai pas souvenir. non. je pense Danger, pas à ça. danger. Non, en effet, il n'a pas été cité. Mais par contre, est-ce qu'Edouard Philippe a été cité? Oui. Oui, Possible. Oui, dès la première émission. Première émission où il fallait deviner s'il y avait un film sur Macron qui l'incarnerait. Oui, Et après, on est passé sur Edouard Philippe, en effet. Fred a eu la bonne idée de m'implanter Ryan Gosling pour jouer Edouard Philippe. Je ne l'ai jamais oublié. C'est génial. C'est vrai que Attal était pas encore sur le devant de la scène à l'époque. Continuons. Est-ce que Ted Bundy a été cité? Oui. Oui. Non. Pas du tout. Ah, Alors non, du tout. On n'a pas cité ce tueur en série là. Ah, Et- c'est Dahmer dont on a dû parler. La série, sûrement. Parce qu'on a dû parler de la série Dahmer, je pense, à un moment. quand je parlais de Poughkeepsie Tapes, Oui, peut-être. j'avais pas évoqué Ted Bundy? Non. Ah. Je suis certain. Il a Ouais, tout mais écouté, alors. en fait, il l'évoque dans le film, c'est pour ça. Oui, mais tu ne l'as pas dit. Et dernière personne, est-ce que Eric Clapton a été cité? Alors là, s'il y a un nom, je hurle. Bah oui, c'est Bah pas ouais. possible, c'est pas possible. Il Oui. regarde, il sait que j'ai dit, il sait que c'est non. Bah, Non, moi, je Moi, dis je non. dis oui, je dis oui. non, mais oui, Non, oui. il a pas été cité. Bien sûr que si, bien sûr que si, il a été cité. Bien sûr que si. Putain. Dieu, je l'ai vu en concert. Voilà, donc nous allons passer à la partie que vous attendez peut-être le plus, messieurs. On va parler de ces films, de ces acteurs, de ces actrices, de ces réalisateurs que nous avons cités et combien de fois. Pour cette première question, parlons des films les plus cités dans DCP. Sachez qu'il n'y a pas un seul film en tête, mais deux qui ont été cités avec le même nombre d'occurrences. Donc, est-ce que vous voulez deviner dans combien d'épisodes différents ils ont été cités ou je vous le donne? Donne-le-nous, parce que je pense qu'on Donne-nous, trouvera ouais, pas. mais je Les vois deux le film. films qui ont été le plus cités ont été cités dans 8 épisodes différents. Ok, moi j'en suis sûr d'un. Donc, il y en a deux maintenant. La question c'est c'est lesquels? Yannick. Non. On en parle beaucoup quand même. Killer of the Flower Moon, Je Non pense que plus. c'est pareil, mais non. Je vais vous aider un petit peu. Il y a un film américain et un film français. Les Affranchis. Non. Ah, la réflexion est Est-ce que c'est un intense. film préféré d'Owen par Dark exemple Knight. Non, mais par contre, Joker. bah ouais. En Ah ouais. effet, c'est Joker qui a été cité 8 fois. On a cité 8 fois le film Joker. Putain, je m'attendais Dans- pas du dans- tout à en tout cas, ça. dans 8 épisodes différents. Et pour le film français, Dali. non. Alors, je vais vous le dire. Quand je vais vous le dire, vous allez être en mode, mais oui, C'est un film sorti cette année? l'année dernière. Ah, Anatomie d'une chute. Oui, en Ah, effet, bah bah oui. oui. Ah ouais. Qui a été donc cité dans 8 émissions différentes. Et pour le top 3, sachez que en deuxième place, il y a 7 films cités dans 7 épisodes différents. Je les ai pas listés pour éviter, éviter le surplus d'informations. Et 8 films cités dans 6 épisodes différents. Passons aux réalisateurs et réalisatrices. Le top 3 est un top 3 bien défini car il n'y a aucune égalité. Donc toutes les marches du podium sont prises par une seule personne. Moi, je dis que Dupieux, on l'a évoqué dans 13 Alors épisodes. attends, calme-toi. À la troisième place, on trouve un réalisateur qui a été cité dans 9 émissions différentes. Qui c'est? Scorsese. Non, Non, Scorsese doit être dans le top 2. Là, t'es un réalisateur homme ou tout confondu? tout confondu. Nolan. Mais bon, ça m'étonnerait. Bon, je vous le dis, on n'a pas cité autant de fois de réalisatrices dans des émissions différentes. Pas Christopher Nolan. Si, en effet. Ah, C'est Christopher Nolan que nous avons cité dans 9 émissions différentes, qui est troisième du coup. À la deuxième place, c'est un réalisateur qui a été cité dans 10 émissions différentes. Scorsese. Non, Dupieux. non, Hein? Alors ça veut dire que Scorsese et Dupieux sont pas aussi. Bah, ça veut dire que soit l'un, soit l'autre n'est pas dans le top 3. Donne-nous un indice. un réalisateur américain. Cameron. Ah, il est canadien. Villeneuve. Non plus. Il est canadien aussi. Ah, merde. Clint Eastwood. Non plus. C'est un réel qui a fait des films récents. Alors, il n'a pas sorti de film dans les années 2020, si tu veux. Michael Mann. Non. Aronofsky. Il n'a pas sorti Ah. de film dans les années 2020. Aronofsky. C'est un homme. Ah, David Lynch. Non. Oh. Mais oui, c'est un homme. Non, mais attends, j'essaie de deviner. C'est un singe ou un poisson? Ah putain, Chazelle. Non. Ah bah là, je bloque. Bon, je vous le dis. Allez. Vas-y. Quentin Tarantino. Ah, en fait, c'est vrai. tellement obvious qu'on Ah ouais. l'oublie un peu. Ouais. Alors qu'on le cite beaucoup finalement. Bah ouais. Ah ouais, dans 10 émissions différentes. Ouais, c'est traite parce que vu qu'on a fait aucune critique de film sur Tarantino. À la première place, on trouve un réalisateur qui a été cité dans 11 émissions différentes. Dupieux. Dupieux. Non. Scorsese. Scorsese, en effet, ouais. Donc Dupieux est même pas dans le top 3. Et donc, sachez que juste après ce podium se trouvent 3 réalisateurs qui ont été cités dans 7 émissions différentes. Ridley Scott, M. Night Shyamalan, dont toutes les citations viennent de moi, je pense. Et enfin, arrive Quentin Dupieux. Parce que Dupieux, il revenait souvent, quoi. Sur Ouais, la mais fin, je Dupieux, pense qu'il est voilà, revenu. c'est ça. Sur les premiers épisodes, on n'en parlait pas du tout. Et c'est à un moment donné, au moment où du coup Dali est sorti, je pense qu'on en a beaucoup parlé. Et du coup, il y a eu peut-être un effet comme ça où vous avez cru qu'on l'avait Et je cité pense que énormément. en volume de temps de parole sur le sujet Dupieux, Ah oui, je pense que oui, c'est lui qui est bien au-dessus de tout le monde. c'est notre obsession. Passons maintenant aux acteurs. Pour le podium des acteurs, il y en a 3 sur la 3e marche du podium, et ces acteurs ont été cités dans 6 émissions différentes. Donc moins que les réals. Voilà, mais ça c'est la 3e marche du podium des acteurs. DiCaprio. Oui, Ouais, je pensais en à effet, DiCaprio. il fait partie de ces 3-là.
Donc, il reste encore 2 acteurs qui ont été cités dans 6 émissions différentes. Brad Pitt, Non, Tom Cruise, non, Sylvester Stallone. non, Arnold Schwarzenegger. non, Ryan Gosling. non. Alors, pensez, du coup, il y en a un des deux qui a été dans des films qu'on a parlé, dont on a parlé. Romain Duris. Non, Fassbender. c'est un acteur britannique. Il me semble qu'il est britannique. En fait, c'est juste que je sais plus sa nationalité. Paul Mescal. Oui. Il est irlandais, je crois, non Je sais. Irlandais, Paul Mescal. Ouais. Voilà, bon, irlandais. Et enfin, le dernier acteur qui a été cité dans 6 émissions différentes, c'est un acteur américain qui ne fait plus de films. Jack Nicholson. Clint Eastwood. Ton gars là. Tu l'adores. Hein Comment il s'appelle? Putain, c'est chaud. Le dernier des Mohicans. Daniel Day-Lewis. Non. Oh. C'est un acteur que Julien aime bien, il me semble. Il a arrêté récemment. Récemment, il y a 2-3... Ah, Michael Caine. Non. Star d'action. Chuck Norris. Non. Stallone. Non. Schwarzenegger. Non. On l'a déjà dit. Ah, Bruce Willis. Oui. Ah. Donc Bruce Willis a été cité dans 6 émissions différentes. Ça, c'était donc les 3 qui étaient sur la 3e marche du podium. Pour la 2e place et la 1re place, ce sont des acteurs seuls. Donc le 2e a été cité dans 7 émissions différentes. Mais c'est qui? Et c'est un acteur français. Romain Duris. Non. Raphaël Quenard. Oui. Ah bah oui. En effet, Raphaël Quenard, 7 émissions différentes dans lesquelles il a été cité. Et enfin, pour la 1re place, c'est un acteur qui affole les compteurs car il a été cité dans plus d'une émission sur 2 puisque le nom est cité dans 12 épisodes différents. C'est qui? Timothée. Chalamet. Du tout. J'ai vraiment pensé à ça en plus. Je pensais à la même chose avec Du Brad tout. Pitt. Ah bon. C'est un acteur américain. Non. Vieux, jeune. Vieux quand même. On peut le foutre dans la Ah, catégorie Vieil vieux. acteur dont on Vieux parle souvent. français. Non, pas français, non. Ouais, je pense Mais que- pas américain non plus. Ah, asiatique. Non, Javier Bardem. non, Antonio Banderas. non, Il est japonais. non. Et Julien, ça me déçoit tellement que tu l'aies pas. Ça me déçoit. C'est tellement. son acteur. Fétiche. Je panique. Un Australien. Non. Je vais me sentir nul quand il va dire le nom. Ah non, tu vas trouver. Attends, donc acteur, il est vieux, on en parle tout le temps, il est pas américain. Un Allemand. Non. Il a pas une double nationalité par hasard. Potentiellement, mais bon. Un Chinois. Non. Un Jackie italien, Chan. un italien. Non. Autriche. Oui. Schwarzenegger. Bah oui. Ah, mais merde. ah, Il est américain. Il est Bah, américain. pour moi, il est autrichien. Il est- Ah, mais Ah, il a mais une non. nationalité américaine. Il a la nationalité américaine. Ouais, mais bon, pour moi, je le considérais plus Ouais, comme autrichien. Quand mais- tu m'as dit, ouais, je suis déçu que tu l'aies pas, j'ai commencé à avoir un doute, comme ça, ce serait peut-être Schwarzenegger, mais on l'a Ouais. autant cité que ça. Et ouais, dans Ah, plus c'est vrai d'une que- émission Bah, sur 2. ouais. C'est vrai qu'en plus pour la 3e et 2e place, on a dit Schwarzenegger. C'est ça, c'est pour ça en plus que ça me surprenait que vous le redites pas, que vous le redisiez pas. Mais bon, terminons par les actrices. Comme pour les acteurs, il y a 3 actrices sur la 3e place du podium, toutes citées dans 4 émissions différentes. Là, on les a Qui fait. sont-elles? Et sachez qu'elles sont toutes dans un même film dont on a parlé. On n'avait pas parlé d'À couteau tiré. Ah non, en critique, hein. Même pas en rattrapage, je ne sais quoi, pas. Ah ouais, non, en critique. Un film. Zendaya. Oui, en effet, Zendaya. Ah. Et dedans. Bah, Donc, d'une. Ah, donc, Florence du coup- Pugh. Florence Pugh. Et la 3e. Léa Seydoux. Oui, voilà. C'est toutes les 4, toutes les 3 ont été citées dans 4 émissions différentes. Pour la 2e marche du podium, Emma 2 Stone. actrices ont été citées dans 5 émissions différentes. 2 actrices dans 5 émissions différentes. Bah, Emma Stone. Qui ça? Emma Stone. Non, Ça va être en premier. Hein. Margot Robbie. non, Lily Gladstone. non. Ça va être notre trio à chaque fois qu'on va sortir. C'est français là. Alors, il y a une actrice française. Adèle Exarchopoulos. Oui. Et la 2e n'est pas française. Alexa Demi. Non. Je sais pas, il arrête pas de la sortir. Ouais, pas tout le temps. Qui, pareil, a joué dans un film dont on a fait la critique. Kelly Spiney. Non, sur un film qu'Owen adore. Ah, Anya Taylor-Joy. Voilà, on y est. Anya Taylor-Joy. Ah, mais Et- elle est revenue beaucoup quand même. C'est Jérémy qui la cite souvent. Oui, sûrement, oui. Sur les 5 émissions différentes, j'ai peut-être lu la citer dans 3. On ne sait Ok. pas. Enfin, à la première place, une actrice est seule en tête, citée dans 6 émissions différentes. Margot. Non. Emma Stone. Oui. Voilà, Emma Stone, ouais. Margot Robbie, donc, a été citée dans 3 émissions, je pense. Ah, parce que j'aurais du cru coup, plus. Mais Lily Gladstone, on l'a beaucoup cité aussi, non Je pense qu'on l'a pas surtout dans- cité sur l'épisode de Scorsese. Voilà, Non. pas tant Et que sur ça. l'épisode des hein. Oscars. Je vais pas vous faire tout le détail, mais enfin voilà, mon Excel est complet en tout cas. Et si vous voulez savoir un jour si on a déjà cité un jeu, une série, un acteur, une actrice, un réel ou un film. On a parlé de je peux le Zombieland. Oui. Bah Alors voilà, ça, donc je te le ça- dis. Voilà, donc ça augmente le score Emma Moi Stone. je te le dis, je suis sûr parce que on en a avait parlé parlé justement. Et Moi, on parlait du 2 aussi. J'ai une autre question puisque tu es un psychopathe des chiffres. Oui. Pi. 3,14, mais vrai. Décevant. Bah quoi, je peux pas faire plus. Merci beaucoup. Je vous en prie, Un c'était un psychopathe. plaisir de réécouter tout ça là. Quel travail surtout. Quel travail de Écoutez, statistique. 26 heures. Il s'est enfermé dans sa chambre, hein. J'atteste. 26 heures. Ouais.
Un teaser total. Non, en vrai, je me suis pas refait les 2 hors série, donc ça enlève 1h20. Mais, Moi, en vrai, ouais. ça doit faire 50 heures de montage en tout cas. Parce qu'une demi-heure, ça me prend 1 heure à monter, en règle générale. Eh bien, arrivons-nous au dernier Joker. De cette saison. Et il est bien. Ça fait peut-être 5 épisodes, je crois, que j'attends pour avoir un Joker. Ah oui. En fait, ça m'a laissé le temps d'oublier tous les Jokers que je voulais faire. Parce que j'ai jamais fait ma putain de liste. Tu m'avais parlé d'un Joker, t'avais parlé d'une idée de Joker. Ouais, je sais, j'ai failli, mais en vrai, j'ai un sujet un peu plus rigolo, je trouve, et un peu plus houleux, et qui va nous mettre un petit peu dans la sauce, les gars. Oh non, 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 pas pour la fin, pas pour la fin. Attends, donc là, on termine Parce que l'émission, on- tout s'est bien on passé, va et voir- puis là, On est allé voir beaucoup de films au cinéma, on parle souvent des Blu-ray, mais les gars, avouez, on regarde quand même beaucoup de films d'une autre manière. Comment? Le téléchargement illégal. Et ouais, les gars, Ok. quelle est votre fréquence d'utilisation du téléchargement illégal? Et ben moi, j'ai arrêté de télécharger. Oh, Genre vraiment, j'essaie vraiment maintenant de louer mes films 48 heures, de regarder des Blu-ray, de regarder Ah ouais sur les plateformes, d'aller au cinéma. Mais vraiment, je télécharge très rarement. d'accord. Voilà. Bah bravo à toi. Merci. Moi je t'avoue que ma fréquence de téléchargement a chuté parce que je n'arrive plus à télécharger comme avant. Bah c'est génial, le gouvernement a bien fait son taf. On sait pour qui il a voté, pardon. D'accord. Non mais... Moi l'époque bénite de Darkino pendant le Covid, où vas-y je téléchargeais à balle N'oublierons jamais Tirexo. 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 C'est Jérémy en plein confinement qui m'envoie le lien de Tirexo. Ah oui. Mais genre, C'est bien. Dieu merci. Non, en vrai, j'ai peut-être Feu pas le droit Tirexo. de le citer, mais Wi-Fi, c'est incroyable. Enfin, YIFY, c'est vraiment le meilleur site Donne le lien exact. de torrent. moi, je fais avec les torrents. Et Ah, vraiment, ouais. ça, c'est incroyable. Il y a tous les films américains, en tout cas. Si je peux citer un de nos profs en licence, vous êtes en licence de cinéma, vous avez le droit. Mais Mais en fait, vas-y, Non, mais en fait, ça te pose dans un statut très paradoxal, puisque d'un côté, tu sais que comment fonctionne à peu près l'économie du cinéma, et tu sais que oui, c'est important d'aller voir les films au cinéma. On est les premiers même à dire, à plutôt inciter à aller voir les films au cinéma. Donc d'une certaine manière, à être en faveur du cinéma plutôt que des plateformes, donc être en faveur de la chronologie des médias. Donc en fait, on est en faveur de tout un système qui profite justement au non-téléchargement, c'est-à-dire à ce cinéma très figé à l'heure actuelle, qui est très critiqué par les consommateurs, parce que tu veux voir un film, il est aux États-Unis, il est pas disponible en France. Mais paradoxalement, on est aussi les premiers à, si on peut avoir un film de manière gratuite, pouvoir le prendre. Mais en même temps, c'est parce qu'on a envie de consommer du cinéma. Et quand tu veux voir un film et que tu vas sur tes plateformes qui sont quand même un coût, t'es abonné à Canal, t'es abonné à Netflix, t'es abonné à Amazon, que le film n'y est pas, ou sinon il faut que tu le loues et que tu le redépenses, si tu as la possibilité de le prendre gratuit, naturellement tu le feras. Mais justement, moi j'allais empiéter sur ce que tu disais en fac. C'est qu'en fac, on avait beaucoup de films un peu obscurs à regarder. Et je repense à ce film-là dont tu parlais l'autre jour, là, avec les deux gamins chauves. Ah oui, Tom et Lola. Voilà, c'est le genre de film, va les trouver en format physique ou sur des YouTube. plateformes. Et bah voilà. Et en fait, c'est quasiment obligé. Et moi, je me souviens qu'il y a des films très obscurs. Bah, j'ai pas trouvé d'autre moyen de les trouver que le téléchargement. Et quelque part, c'était un peu sauver le film. Parce que des films trop obscurs ou qui sont destinés à des plateformes de streaming, mais qui seront du jour au lendemain disparus sans qu'il y ait de format physique qui se fasse ensuite, bah justement, c'est bien que le téléchargement il existe. Après, ce que je vais dire dans un statut purement juridique et légal n'a aucun sens, parce que je vais te dire, vu que je pars du principe que vu que je suis quand même abonné à plusieurs plateformes, donc je mets quand même un coût dans tout ce qui est le cinéma, c'est pas parce qu'une fois de temps en temps j'ai un film que j'ai chopé en streaming ou en téléchargement que ça va tuer l'industrie du cinéma. Par exemple, moi je regarde jamais de film en avance avant sa sortie en téléchargement. Ouais. bah, d'une part, je fais la même chose, mais de deux, on a été confronté à ce problème sur Late Night with the Devil, qui au final a fait une séance unique. Il y a eu une séance unique un vendredi soir dans des pâtés. Je pense qu'on avait autre chose à faire que d'aller dans un pâté alors qu'on a la carte UGC et de se taper, Late Night with the Devil. Dans ces cas-là, oui, le téléchargement est bénéfique pour pouvoir profiter d'œuvres comme ça, quoi. Donc, Et d'ailleurs, je suis curieux, vous avez quoi comme plateforme de streaming? Canal et c'est Prime. Prime Video, c'est moi qui Moi, le je paye. crois que j'ai vraiment tout, quoi. Genre Ah ouais Canal, Netflix, Prime, Disney+, Shadows. T'as HBO Max? J'ai rajouté Max récemment Ah sur ouais. Prime. Ah oui, donc il a tout en fait. En fait, j'ai tout et du coup, je peux tout voir, mais c'est vrai que... Et j'ai même Mubi. Non, on n'a plus Mubi. Mubi, tiens. J'ai arrêté Mubi, mais Mubi c'est pas mal pour les trucs un peu obscurs. Ouais, Mais justement. tu vois, c'est vrai que paradoxalement, en termes de consommation, alors, je ne saurais pas définir si c'est le fait d'être passé sur des plateformes de manière légale ou si c'est le fait d'avoir quand même, depuis un moment, une cinéphilie plus chargée. Mais je matais plus souvent des films peut-être intéressants quand je les chopais en streaming ou en téléchargement. Parce qu'en fait, maintenant, vu que j'ai déjà les plateformes, en fait, je regarde ce qu'il y a sur les plateformes.
Et des fois, c'est un peu, pas par dépit, mais bon, il y a ça, bon, bah, je vais regarder ça. Alors qu'avant, vu que j'avais pas T'allais toutes le les plateformes, chercher. j'allais plus chercher tel classique, tel truc à aller récupérer. Là, s'il n'y a pas sur la plateforme, je dis, bah tant pis. Ça, c'est ça le vrai truc horrible des plateformes, c'est qu'en fait, t'as tellement de contenu que tu sais pas quoi regarder. Effectivement, le téléchargement, tu vas chercher ce que tu Ouais. veux en fait. C'est ça, et le téléchargement, moi je sais que j'ai beaucoup fait ça pendant mon adolescence parce que j'ai découvert ma cinéphilie pendant l'adolescence et je téléchargeais à balle, et donc du coup c'est ça qui a aussi... sans ça en fait, puisqu'il n'y avait pas de plateforme de streaming, j'avais pas tant de Blu-ray autant que j'ai maintenant, donc c'est ça aussi qui m'a permis de développer mon goût pour le cinéma aussi, donc au final ça peut... Alors certes, je m'en rendais pas compte, et même là maintenant je me dis mais voilà, je tuais un peu l'industrie en faisant ça. Mais franchement, maintenant, je pense que j'ai largement rattrapé le truc, tu vois. Moi, Dieu merci que ma mère ait téléchargé Terminator 1 sur Emule à l'époque. Vous vous rappelez des DivX? Aussi. Les DivX, vous avez connu Ça les me dit un DivX? truc. Bah moi, mes premiers, par exemple, les Spider-Man, je pense au Spider-Man 2, par exemple, je l'avais sur DivX. C'est-à-dire qu'en fait, c'était plein de petits CD gravés, mais c'était des CD pirates, en fait. D'accord. Donc CD où un film dessus était gravé. Donc à l'époque, tu téléchargeais directement sur un CD pour avoir ton contenu, puisque tu n'avais pas directement le fichier Move ou WAV ou ce que tu veux. Et du coup, il y a pas mal de films, je me suis tapé en DivX. Les légendaires... ouais, j'avais le retour de la momie. Et en fait, genre... va comprendre pourquoi ma mère elle avait écrit La momie, le retour. Du coup ça changeait carrément c'est ça, la vibe. tu gravais le nom du film, ou moi j'avais ça aussi pour des jeux sur la Wii, tu gravais au feutre Velleda là sur ton disque C'est ça. et tu savais ce que t'avais. Moi j'avais pas ça avec les jeux, mais par contre avec les films, ouais, j'avais vraiment ce... Et t'avais la pochette avec tous Ouais, les voilà. Ouais. Moi, souvent, c'était mon oncle qui me faisait ça. C'est souvent les oncles qui font ça, j'ai l'impression. Moi, j'ai acheté ça sur le marché noir. Oula. Genre, en gros, non mais le marché noir. Genre, Mais moi, je vous dis, après ça, on va avoir Adopi au cul, les gars. hein. J'étais au marché, t'avais un mec vraiment qui avait aussi des CD gravés avec des petites images imprimées. Et donc ma mère avait acheté une sorte de petite comédie romantique de merde. On avait mis le film et en fait c'était Attaque de bloc. T'es trompé le gars. Moi une fois j'avais voulu regarder Shrek 2. C'était pas Shrek 2. Voilà, c'est Oh ça, non. j'allais y venir. C'est souvent en plus, il y a des cons qui s'amusaient à changer les noms des trucs, tu savais pas sur quoi tu téléchargeais, tu mettais je sais pas combien de temps à le télécharger, et au final je crois tu te tombais sur un truc dégueulasse. Ouais, je crois qu'Owen est tombé sur. Shrek 2. Non, c'était pas du tout un truc en rapport avec Shrek, c'était autre chose. Mais ma mère, C'était l'âne et le dragon. ma mère, elle a entendu les bruits, elle est arrivée en trompe, elle m'a caché le truc. Je t'en mode, qu'est-ce que j'ai vu? T'avais quel âge? J'avais 6 ans, mais j'ai rien Oh. compris. Mais nous on a de la chance quand même d'être à Paris, d'avoir vraiment eu tellement de cinéma, tellement de séances spéciales que c'est vrai que télécharger, je pense qu'on si on le Il y a faisait moins besoin. vraiment constamment, ce serait vraiment un peu honteux. Moi j'étais en Bretagne, donc. Je pense Ouais. qu'il y a pas mal de gens qui se contentent de Netflix, comme il faut. Mais en même temps, comme disait Jérémy, moi c'était pareil quand j'ai commencé à regarder des films, les plus gros classiques. Moi, mes parents sont pas cinéphiles, donc à part des cassettes de grands films populaires, Mission comédies- Cléopâtre, voilà, tout le des monde trucs l'a un eu. peu connus, voilà. Il y avait rien. C'est-à-dire qu'en fait, si je voulais trouver moi-même des films, il a fallu que j'aille les télécharger de moi-même. Et donc, Ça. paradoxalement, c'est parce que on a téléchargé de manière illégale qu'on est devenu des consommateurs légaux de cinéma. Et j'empiète justement sur l'autre moyen qu'on avait maté de films avant, mais ça n'existe plus. C'était la location de DVD. Parce que moi, c'est comme ça. Jamais fait ça. C'est le jour, moi, où notre vidéo future a annoncé qu'ils allaient bientôt fermer, que ma mère s'est jetée sur Emule. Ah, j'ai jamais eu ça de truc de Moi, location. c'était les DVD, j'ai jamais VHS, fait ouais, ça. on les louait. Trop bien, les gars. Mais c'est vrai que la location n'est pas passée à la location de DVD. Il y avait la location de VHS, Mhm. la location de DVD, à part en bibliothèque. Il n'y a jamais eu C'est vrai. C'est vrai que de moi, je boutique le- dédiée vraiment au DVD. Moi, je louais beaucoup en médiathèque, mais par contre, oui, le vidéo futur que j'avais, c'était beaucoup de DVD que je louais. Le DVD de la Mutant, toute Freddy les griffes de la nuit, il me faisait peur. Genre, la jaquette me faisait peur. Mais je pense Vidéo Club là à Paris, le truc où Combini font leur émission avec des DVD que tu peux louer, c'est le seul, je crois Ouais. qu'il reste finalement. Je crois bien. hein. Ouais, mais ça fonctionne parce qu'ils ont cette aura un peu vintage, un peu. Mais C'est tu ça. peux en avoir qu'un seul qui survit. C'est ça. C'est ça. Et puis, bon, en vrai, va aller chercher ton Blu-ray comme ça, le louer, le ramener le lendemain, c'est un peu chiant maintenant. Donc, du coup, autant les acheter. Et le marché de l'occasion est tellement vaste, en fait, que ce soit surtout au niveau des DVD, Blu-ray un peu moins. Mais en fait, le marché de l'occasion est tellement vaste. Tu peux trouver des DVD. Alors, certes, ça va pas être que des pépites ou des trucs comme ça, mais les gros classiques des DVD qui ont été. 100 balles, ouais. Mais même pas des DVD qui ont été édités des dizaines de milliers de fois et ils vont être à 1 euro. Et puis voilà. Moi, j'ai en tête d'avoir acheté 10 DVD à Easy Cash pour 2 euros. Hein. Mais il y a aussi la vidéo à la demande. Moi, ça m'est arrivé quelques fois. Certains films, je les ai loués sur.
Je les avais loués sur Canal et sur Univers Ciné. Univers Ciné qui est vraiment pas mal pour le coup. Et de temps en temps, ça m'est arrivé location, je crois que c'est 3 ou 4 euros. T'as 2,99 pour pas une qualité HD, et HD c'est 4. Bah, le Rosemary Baby, je l'avais loué sur Canal. Je l'avais même pris en HD. Bronson, je l'avais recommencé à regarder en streaming, sauf que les sous-titres se sont décalés. Du coup, dans l'urgence, je l'ai repris en VOD. Et Jour de colère de Dreyer, je l'avais vu sur Univers Ciné en VOD parce qu'il était introuvable ce film. Moi, c'était Thomas est amoureux, un film screen movie des années 2000. Et récemment, je me suis maté Shoah, genre les 2 premières parties. Et je trouvais pas, du coup, j'ai arrêté sur Univers Ciné. Je voulais le mater aussi. Moi, ça me fait penser à Inglourious Basterds que j'avais vu à l'époque en 2013. À l'époque, on regardait beaucoup sur Papy Streaming avec ma mère. Ah oui. Et en fait, il n'y avait pas de sous-titres. Et toute la scène où ça parle allemand au bar, on n'a rien compris. Mais on a bien rigolé à la fin quand il s'est fait flinguer la bite. C'était un pote aussi qui m'avait conseillé un site pour la série. C'était assez cool, c'était SR Stop. Putain, je dis que des noms, c'est pas cool. On va se faire un peu... On va avoir Adopi au cul. Hein. Ouais, ok. Parce que série, on en parle pas mais beaucoup. Techniquement, en fait, si tu as les DVD, tu as le droit de faire du streaming. Parce qu'en fait, tu as le droit de streamer les films que tu possèdes. Ah, mais comment il sait Adopi s'il te chope? Ah, bah ça... Ça, je sais pas, mais en fait, techniquement, vu que les plateformes sont juste des plateformes de diffusion, il me semble. En fait, si tu as toi-même acheté les DVD, par exemple, tu as acheté tous les DVD des Simpsons et que tu vas mater en streaming les Simpsons, bah, c'était pas illégal puisque tu as les DVD chez toi. T'as acheté les droits. T'as acheté les droits de visualisation je pense chez toi. que sur une lettre d'Adopi, je crois qu'ils te montrent sur quoi ils t'ont chopé. Moi, j'avais eu Game of Thrones parce que j'avais tout téléchargé pour ma tante, j'avais tout téléchargé, j'avais oublié de supprimer les fichiers. Donc, j'ai l'impression qu'Adopi est surtout actif sur les torrents. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'on parle de streaming. Moi, je suis très torrent. Ok. C'est une autre méthode, mais qui est beaucoup moins utilisée maintenant. Bah, tu t'appropries le truc et tu peux l'avoir sur un disque dur et voilà quoi. Moi, j'aime bien parler de téléchargement. C'est rigolo. Sacré sujet pour une fin de saison. Hein. C'est les rares fois où je... Télécharger, n'allez plus au cinéma. Non, quand même pas. C'était ça ton idée, non? De quoi De télécharger depuis d'aller au cinéma. Enfin, c'est ce que tu voulais dire. Ah non, moi je disais... Ah bah tu m'as fait oublier ce que je voulais dire. Non, c'est une des rares fois dans ma vie où je frôle avec l'illégalité. Pirater, c'est du vol. Le vol, c'est mal. Voler une télévision, jamais. Voler une voiture, jamais. Voler un film, jamais. Moi, ça me faisait peur, cette pub quand j'étais petit. Moi, ça me faisait Mais marrer. le truc un peu con, c'est que du coup, tu t'avais ça sur les DVD. Techniquement, tu l'avais payé ton film, donc c'était pas ça. Mais moi, je me demandais toujours ce qui lui arrivait à la fille au début, parce que la fille, elle fait son téléchargement, elle part en cours. Ben, moi, je me dans ma tête, quand j'étais enfant, je me disais, mais quand elle va rentrer chez elle, il y aura la police et tout, elle va aller en prison. Moi, ça m'a traumatisé. Mais quel film l'a téléchargé aussi, merde. C'est bénéfique si tu veux enrichir ta cinéphilie au début, quoi qu'il arrive. Et c'est bénéfique pour certains types de cinéma. Qui sont très peu distribués, qui sont très peu trouvables. Je pense qu'à long terme, ça donne des exemples comme nous. La majorité des films qu'on voit, c'est soit au cinéma, soit sur des plateformes, et tu vas avoir peut-être 20% de la consommation qui va passer par du streaming ou du téléchargement. Encore moins maintenant. Même moins. Pour moi. Mais aujourd'hui, je me souviens qu'en 2013, par exemple, les gens disaient waouh, regardez le nombre de téléchargements de Dark Knight Rises. Ça fausse les chiffres d'entrée. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas, tu vois. On met plus sur la faute du téléchargement l'échec de Furiosa, par exemple. Non. Je pense qu'on a déjà bien parlé. Franchement, sujet intéressant. Je m'y attendais pas quand tu l'as balancé, mais. Owen a le mot de la fin de DCP saison 1. Moi non plus, je m'y attendais pas en lançant cet épisode. Hein. C'est vraiment l'idée, elle a popé dans ma tête en milieu d'épisode. Je suis en mode hey. Non, si, t'as un dernier truc à faire. Qui c'est qui aura le premier Joker de la saison 2? À la saison 2, et il va avoir bien le temps d'y réfléchir. Et c'est toi, Jérém, qui va avoir le temps d'y réfléchir. Allez. Vu que tu sais jamais trop. Non, bah je le trouverai en plein milieu de l'émission qu'on enregistrera à la rentrée. T'as 1 mois et demi. Je vais faire autre chose pendant mon mois et demi quand même que de préparer le Joker. Il y a des vacances un peu. Hein. C'est les vacances. On va se quitter là-dessus, les amis. C'est les vacances. Nous, on fait un été à petit vous break. tous. Mais vous pouvez toujours nous retrouver sur les plateformes de streaming, sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, à mettre des petits commentaires si jamais ça vous fait plaisir. Puis de toute façon, nous on se revoit dans 1 mois et demi. On sera toujours sur Instagram. On vous fait des grosses bises. Bonnes vacances, bronzez bien. Ciao. Et on se retrouve à la rentrée. Salut! Salut. Allez mater des films quand même.